Jean-Michel, Salut. comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Je suis vraiment content de commencer la saison 2 avec toi. Parce qu'on a essayé la saison 1, ça n'a pas marché avec nos horaires respectifs. Ouais, c'était tough. Nos horaires sont un peu fuckés. T'es très occupé. Ouais, les deux de tout bord, tout côté. Puis je suis vraiment content parce que on dirait que je suis comme un ambassadeur non officiel de toi depuis toujours. Complètement. Puis je pense que je t'en avais déjà glissé un mot. À quel point comme je suis comme ton porte-parole dans l'ombre. Pas que j'essaie de l'être à tous les jours, mais dans le sens où je suis tellement un grand fan depuis que Sarah Leroux m'en avait parlé, justement. Puis la manière que je te présente tout le temps, c'est tout le temps la même manière. C'est quelqu'un qui a fait ses études en musique. Ensuite, il est sorti de la musique pour aller aider des familles défavorisées puis immigrantes avec, je pense, la fondation du Dr Julien. Exact. Puis après, t'es revenu en musique, t'avais pas d'argent pour faire un album. T'as enregistré un album super organiquement. Tellement organique que tu l'as enregistré dans ton appartement du Myland. On entend tous les sons, on entend la pluie, les portes, les enfants. Et ça fait en sorte que c'est très, très organique, c'est très vrai. Je pense que c'est pour ça que les gens ont tombé en amour avec ce projet-là. Et Time Magazine t'en a mis en 2016, top 10 album de l'année, aux côtés de Rihanna, Radiohead, puis Frank Ocean Blonde, qui est littéralement top 5 album de tous les temps. C'est quand même fou. Hein. C'est tellement fou. Puis je te pitch tout le temps de même si c'est comme... Je gagne rien à faire ça, sauf que plus de gens écoutent, puis je pense plus que de gens écoutent ta musique, plus... On dirait meilleur la planète sera. Ça l'amène quelque chose qui est... Surtout maintenant dans l'ère de polarisation, puis tout, ça amène tellement quelque chose d'agréable. Puis c'est fou que Il, tu sais, est rendu à 50 millions d'écoutes. J'ai lu ça sur son site web cette année. Ouais, non, c'est ça. C'est un peu beaucoup. C'est énorme, mais avant ça, je veux parler de... Parce que tu dis que t'es un genre d'ambassadeur naturel, mais je trouve ça le fun parce que je pense que c'est la première question que je pose à tout le monde, tout le temps, avec qui... whatever, je travaille ou je fais des... Tu sais, c'est de comprendre, y a-tu une vraie connexion? Parce que moi, le premier, c'était pas prévu que je fasse ça dans ma vie. Fait que je suis le premier à m'être laissé convaincre par les gens autour de moi. T'sais. Puis dès que je fais des trucs avec du monde, j'essaie, toi, je pose te poser la question, mais mettons, je te demande si tu veux photographier, mes choses. Mais faut que ça t'allume. Si ça t'allume pas, si t'es pas dedans, aucun problème. Mais comme ça, on se fait pas chier personne à travers ce que je pense que c'est la base de toute connexion, c'est une connexion humaine. C'est derrière tout. Puis même, on en parlera peut-être, mais même à travers avec un orchestre, il faut que tu aies des liens humains avec tout le monde qui sont impliqués là-dedans. En tout cas, peut-être pas, là, peut-être à une certaine échelle, ça change, mais moi, si ça devient trop robotique, ça se perd. Ça fait que le côté organique, tu nommais, le côté humain, pour moi, il est présent. Puis justement, j'avais écrit, je pense, à ta gérance, puis pour prendre des photos de toi. Puis t'avais miraculeusement dit oui. Tu sais, je lançais ça dans l'univers, puis tu dit pourrais. Je me souviens encore de ta réponse. T'avais dit, tu sais, il y a beaucoup de photographes out there, mais j'aime vraiment ce que tu fais. Allons prendre un café, allons prendre une marche. On a fait. Puis en plus, tu es un grand cycliste, t'adores faire du vélo. Fait qu'on a fait des photos à vélo. Puis je sais pas si je te l'ai déjà dit, by the way. Tu sais que ce shoot-là, on était à Laurier-Est. Ouais, dans les petites rues, là. On avait pris un café, puis là, on avait monté un peu je me souviens plus, peut-être. C'était quelle rue? Non, c'était quoi? Qu'on a vu un monsieur, bref, peu importe. Puis on était dans le milieu de la rue, puis tu te posais avec ton vélo. Puis au moment que j'ai pris cette photo-là, de toi avec ton vélo, que j'ai encore sur mon site web aujourd'hui, littéralement, on parlait de l'image du cover de Il. Et le flair dans l'image, comment il est organique, évidemment, parce que ça a été shooté argentique. C'est pas artificiel. Exact. Puis je sais pas, je te l'ai déjà dit, mais au moment qu'on a dit ça, il y a un flair qui est apparu dans l'image de ce portrait-là en même temps qu'on parlait. Puis à l'époque, je savais même pas comment faire un flair. Ah ouais, je savais même pas que ça se faisait. Ben maintenant, je suis capable de le faire, là. Puis si se positionne bien ta lentille avec le soleil et tout, l'angle. Mais je trouvais ça hallucinant quand j'ai regardé les photos parce que je me souvenais qu'à ce moment-là, on parlait du flair. Puis là, il y a un flair qui est apparu, c'est comme trop beau pour être vrai. C'est très hot, ouais. Puis je me souviens, pendant ce shoot-là, je t'avais demandé c'est quoi comme ton plus grand rêve? T'sais, où est-ce que tu vas aller en termes de musique? Tu avais dit composer de la musique de film. Ah ouais? Ouais, t'avais littéralement dit ça. Puis là, boum, je pense même pas un an plus tard, Xavier Dolan te demandait de faire la musique pour Mathias et Maxime, que t'as gagné un prix à Cannes pour ça. Puis d'avoir vu cette ascension tellement vite, tu sais, avec comme un rêve, puis un des plus gros réalisateurs que le Québec a jamais connu, et d'aller à Cannes, tout ça tellement vite. Puis là, pendant la pandémie, de ce que j'ai vu de ce que j'ai entendu, tu sais, comme tout le monde, je pense, on s'est un peu remis tous en question, à savoir comme la pertinence de ce qu'on fait, surtout quand les gens en culture doivent rester à la maison, c'est pas des travailleurs dits essentiels. Aujourd'hui, comment tu te sens comme post-pandémie? Comment tu te sens de où est-ce que tu es dans la vie, maintenant que tu as comme expérimenté une nouvelle voix avec ta musique et maintenant que tu composes pour un plus grand orchestre? Comment tu te sens aujourd'hui?
Mais c'est sûr que c'est un peu des montagnes russes malgré tout. Tu sais, je me sens comme si j'avais jamais commencé face à tout ce qui est à faire. Puis en même temps, des fois, je me dis, bon, je ferai peut-être plus jamais ça de ma vie. Puis des fois, j'ai la tête pleine d'idées. Puis je manque de temps. Puis j'arrive pas à comprendre comment on va être capable de tout faire ce que j'ai envie. Tu sais, c'est particulier. Là. C'est quand même une job où tu es un genre de freelancer. Fait que ça bouge vraiment vite. Mais tu es toujours face à une abysse. Puis une abysse d'inspiration aussi. Puis il y a quelque chose de... C'est sûr que, tu sais, quand j'étais prof au cégep en éducation spécialisée, il y a une sécurité, il y a un cadre, il y a un début, il y a une fin à chaque session. Il y a comme une structure que tu n'as plus. Puis quand tu n'as plus ça, il faut comme que tu te l'imposes. Il y a toute la liberté qui vient avec ça, mais il y a toute l'espèce de condamnation je sais pas, à l'anxiété qui vient avec ça aussi, tu sais. Puis en même temps, ça me ramène beaucoup quand j'ai commencé à faire ça vraiment plus sérieusement. Je trouve ça vraiment tough. Je peux passer des fois des jours à être tétanisé face à tout ce que je voulais faire. Je savais pas par où commencer. Puis je me suis rappelé quand j'étais petit. Quand j'étais petit, là, j'avais des étés de congé, là, comme toi puis moi. Tu sais, puis j'arrivais à me faire des projets bidons. Hier, on pelletait, puis ça me rappelait comment je faisais des forts là, avec mes voisins, puis on se faisait des guerres d'igloo, là, tu sais. Puis j'étais comme, OK, c'était vraiment notre projet. Fait, c'est de revenir, je pense qu'on désapprend ça, entre autres par l'institutionnalisation du savoir, par l'école, tout ça. On est déconstruit pour plein de raisons sociales, tu sais. Mais je pense qu'on perd, puis c'est en nous, la créativité, l'impulsion, les projets. Je pense que c'est là, il faut juste le retrouver, il faut se relancer puis y croire. Mais ça fait que, c'est ça, je dis montagne russe, des up and down. Des fois, je me réveille la nuit, tu sais, je suis pas anxieux, mais je suis comme, my God, on y arrivera jamais. J'ai un énorme projet qui s'en vient. Ou des fois, j'arrive, je suis comme, mais qu'est-ce qui arrive si j'ai plus d'idées? Puis là, bam, ça prend le vide pour qu'il se remplisse, mais l'expérience du vide momentané n'est pas nécessairement toujours des plus agréables, tu sais. Ouais. Fait que je te dirais que je vais super bien parce que j'ai plein de projets, il y a plein de choses qui s'en viennent. C'est vraiment lumineux, j'ai une super équipe autour de moi. Je suis à un beau moment où je me dis, OK, c'est quoi les prochains projets? Lequel que je choisis parmi ceux qui sont là? Et que, tu sais, on a fini une tournée... mondiale. Oui, puis toutes les dernières choses sont sold out, là, tu sais. Fait que là, on est à se dire, est-ce qu'on étire? On continue dessus? Tu sais, jusqu'où tu vas là-dedans? Puis, tu sais, moi, je veux pas étirer à la sauce non plus. Tu sais, j'étais animateur de camp de vacances. J'ai appris qu'il faut arrêter. On appelait ça au sommet de la courbe du plaisir. Là. Georges Saint-Pierre. Oui, il dit ça. Non, mais dans le sens, il s'est retiré quand il était champion. Voilà, exactement. Ouais. Parce qu'un moment donné, c'est de se dire, je dis pas que j'arrêterai, là, mais c'est de dire, un moment donné, jusqu'où t'étires pour aller comme gratouiller là, la dernière scène qui pourrait rester à quelque part. Moi, puis je suis vraiment prolifique. Là, moi, de la musique, c'est comme, faut que je me retienne de pas trop pitcher de projet. Ouais. Puis, c'est vraiment une belle place. C'est une extrêmement belle place. Est-ce que tu trouves que tu perds la passion? Est-ce que c'est arrivé pendant des montagnes? Comme, mettons, trop faire de shows c'était, par exemple. Est-ce que tu trouves que ça a enlevé un peu ta passion? Puis des fois, tu te forces à en... J'ai appris... C'est sûr que c'est vraiment exigeant de faire des shows, surtout tout seul. Là, c'est la première fois de ma vie. On est tout le temps en quatuor. Des fois, on est 12. J'ai une équipe son, image, directeur de tournée. Fait qu'on est au moins 7 sur la route. Écoute, c'est trippant. Là. C'est vraiment trippant. Puis, tu sais, on a trouvé une structure. Tu sais, c'est rare que je vais faire, mettons, plus que 3 shows de fil. Fait que t'as le feeling du premier, t'as le feeling de, bon, j'en ai fait un hier, fait que je suis dedans. Puis c'est déjà le dernier. Puis après ça, on prend une pause d'une journée peut-être. Mais il y a comme tout le temps cette espèce d'engouement. C'est de se... Tu sais, ça me fait penser beaucoup à Marina Abramovic quand elle faisait des performances. Elle a fait une performance à New York où ça s'appelait The Artist is Present. Elle se faisait juste s'asseoir. Puis tu venais t'asseoir devant elle. Sa capacité... Moi, ce qui m'a impressionné, toute sa carrière, cette personne-là, avec tout ce qui vient aussi, là. Mais c'était sa capacité à faire une espèce de reset devant chaque personne, de dire, je reprends à zéro, je suis avec cette personne-là devant moi, puis je vais voir où est-ce que ça nous mène, puis on va créer un vrai contact. Mais je pense que c'est ce qui se passe. Après chaque show, moi, je reste tout le temps signé, je parle au monde. Ouais. Des fois, c'est plus long que le show, là. Ouais. Mais pour moi, c'est une occasion à chaque fois de revivre ça. Puis je pense quelque chose d'essentiel là-dedans, ça nous ramène à l'existence, au sens profond de la vie. Puis je pense que avant de monter sur scène, j'ai toujours un petit rituel. Là, je me sac dans un coin, puis je fais des respirations. Là, souvent, c'est d'une douche. Là, j'ai un peu fou quand je fais ça, mais je me regrande, je me reconnecte. Hein. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Puis à un moment donné, ça vient là, à force de faire mes exercices de méditation. Je me reconnecte. Je suis comme, OK, c'est ça ma raison d'être sur Terre présentement. Je fais plein d'autres choses, là, mais je pense que c'est là que je suis le plus pertinent. Envie de dire utile, peut-être. Ouais. Parlons justement de cette dichotomie entre toi qui travaillais
dans le milieu communautaire, quasiment humanitaire, localement. Puis le fait que tu viennes de dire que ta vocation, c'est de la musique, intuitivement, de loin, on pourrait penser que ça serait le contraire, mais en même temps, je comprends tellement pourquoi tu dis ça. Est-ce que tu trouves que ton moment, comme des familles défavorisées ou à aider le prochain, ceux qui sont dans des situations moins privilégiées, est-ce que tu trouves que ton travail-là, il est clos ou est-ce que c'est une porte ouverte pour le futur? Je sais pas, j'aimerais ça combiner les deux aussi, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui manque au point... C'est ce qui m'a retenu beaucoup de faire de la musique. Tu sais, un moment donné, quand j'étudiais au conservatoire, puis tu passes 6 ans par jour à pratiquer, puis je me disais, c'est vraiment un monde de bourges, c'était un monde d'aristocrates avant, puis je suis comme, c'est complètement déconnecté de la réalité de beaucoup de gens qui sont là, out there, qui ont de la misère, puis tu vis ta richesse, elle sort pas de nulle part, là, elle est faite sur le dos de quelqu'un. Là. Oui, tu as travaillé fort, tout, si tu te convaincs, mais il y a une injustice à quelque part qui fait qu'on n'est pas tous dans une justice aujourd'hui. Quand tu as ça qui est là, c'est ce qui a fait que moi, j'ai fait fuck off, j'ai tout lâché, je suis parti au Guatemala, je suis parti comme essayer, puis après ça, je me suis rendu compte que t'es qui, toi, nobody, là, en Amérique latine, qui veut faire de l'aide humanitaire. Si tu veux vraiment aider, voilà 10 ans de temps, là, lâche toute ta vie, puis on en reparlera, c'est peut-être t'aide. Je veux pas trop critiquer ça non plus, mais il y a une pensée magique aussi, là, d'aider son prochain. C'est pour ça que j'étais revenu faire ça ici. Fait que c'est sûr que tout ça, ça me manque beaucoup parce que quelque chose de très mesurable, concret. T'sais. Quand il y a une mère avec qui ça a pris comme des années créer un lien, puis là, tu reçois son 3e enfant, puis qui aurait été très réticente parce qu'elle t'associe, mettons, moi, ça m'arrivait souvent, j'étais associé au travail social puis au potentiel de enlever les enfants de la famille, tu sais. Et que là, c'est comme quand le lien de confiance est créé, que là, les personnes sont là, on est là pour s'entraider puis vraiment aider. Puis, tu sais, moi, je travaille beaucoup dans Hochelaga. Hochelaga, c'est vraiment, tu sais, c'est... L'histoire n'est pas si compliquée, là, je la résume de façon très, très générale, mais plein d'usines, tout fait coup, on passe des actes internationaux, puis ces usines-là ferment, vont faire de la job moins cher ailleurs, puis ces gens-là se retrouvent mis à pied, chômage, puis après ça, après 1-2 générations de chômage, ben, c'est sûr que c'est pas le milieu le plus effervescent, puis ça a des impacts sur, entre autres, le comportement des gens, tout, tu sais. Fait que c'est une réalité. Quand je suis dans Côte-des-Neiges, un autre monde aussi, beaucoup de familles d'immigrants. Les immigrants arrivent ici avec plein de rêves, d'espoir, de pression aussi sur leurs enfants. Puis là, il faut que tu expliques à des parents qui sont venus ici que leur enfant, ils pensaient qu'elle être médecin, il faut que tu leur dises que leur enfant est autiste. Mais là, ça fait un méchant clash. Fait que c'est tout comment apprendre la langue et tout. C'est des conditions, c'est souvent de la géopolitique, du comportement interrelationnel, presque individuel. C'est vraiment fascinant de faire des liens entre tout ça. Fait que quand j'ai lâché ça, je trouvais ça difficile parce que j'étais comme, moi, la musique, quoi de plus insipide, puis c'est du divertissement, c'est léger. Je voyais pas comment ça pouvait avoir un impact vraiment dans la vie des gens. C'est pour ça que je me suis retenu longtemps. Sans la vie, c'est revenu, c'est plus fort que moi. Ça s'est replacé sur mon chemin. Puis quand tu joues, pour toi, il y a 5 personnes, puis un moment donné 10, puis un moment donné 3000, puis 5000, mais tu te dis, bon, mais là, peut-être que ça parle aux gens. Puis c'est le retour. Puis c'est pour ça, des fois, je reste après le show. Puis c'est pour ça que quand le monde m'écrit souvent sur les réseaux sociaux, tu sais, il y a plein de trucs des gens qui, tu dis, OK, ce médecin-là, ce qu'il met pendant ses chirurgies, c'est ma musique. Wow. Puis ça l'amène à être comme plus grandé. Puis ça amène un climat favorable à la santé. Là, tu dis, OK, c'est pas direct, là. S'il faut qu'on t'opère, on met ma toune, ça va pas se faire tout seul. Ouais. Mais si ça participe à quelque chose, puis ça a un impact comme peut-être plus diffus, mais plus large, OK, là, je commence à acheter l'idée que ça a un impact. Puis d'avoir fait des photos pour toi aussi, après les shows, c'est hallucinant de voir la diversité du monde. Ouais. Tu sais, t'as des enfants, t'as des baby boomers, t'as tout entre. Tu sais, t'as hommes, femmes. Fait que c'est vraiment hallucinant à quel point ça touche tout le monde. Comment tu sens quand un enfant vient te voir comme... Tu sais, c'est spécial, pareil, de quelqu'un qui est même... qui a pas la même vision de la vie que nous, tu sais, qui vit dans son monde, puis que ça le fasse triper d'écouter ta musique. Ben, c'est drôle, ça vient me chercher l'instinct paternel, un peu, là, du genre... si tu veux faire ça de ta vie, tu sais que c'est pas un métier facile. C'est genre une espèce de... Je dis pas ça, mais en dedans de moi, je suis comme... Moi, je trouve ça risqué, parce que je la connais, la réalité. Puis après ça, si t'es à ta place, tu finis toujours par trouver notre place, t'sais. Mais les enfants, je leur pose... Tu sais, je travaille beaucoup avec les enfants, fait que ça me fait du bien parce que ça me ramène un peu là. Tu sais, c'est sûr que ça me manque énormément, tout ce passé-là d'intervenant, t'sais. Mais je sais pas, je niaise avec. Je leur pose des questions. Je leur demande tout le temps s'ils se sont endormis. Puis, tu sais, puis j'en reviens pas. Je leur demande, mais vraiment, toi, tu viens ici, t'écoutes ça. T'as écouté un jour complet, puis tu t'es pas fait chier pendant ce temps-là, tu sais. Puis les enfants, c'est étonnant. Souvent, c'est ça les apaise. Ils vont écouter ma musique souvent avant de s'endormir. Ou il y en a qui commencent, qui jouent un peu de musique, qui veulent. Puis j'en profite souvent
des fois, je sens une espèce de tension avec des parents qui, tu vois, qui veulent mettre de la pression sur leur enfant. Puis l'enfant, tu sens qu'il ne tente pas trop d'être là. C'est les parents qui veulent le forcer à... Là, genre, j'essaie de casser ça tout de suite. Ouais. Puis, tu sais, je dis tout le temps aux parents, je dis, moi, ce qui est cool, c'est que moi, mes parents, ils m'ont toujours supporté, mais ils m'ont jamais forcé. Puis ça m'a permis de garder ma flamme, tu sais. Je leur envoie des petits messages. Tu vois, je fais encore de l'intervention, finalement. Mais tu sais, parce que c'est la recette qui a fonctionné avec moi, mais je pense qu'elle fonctionne pour beaucoup de monde. Parce que ça arrive des fois, là, comme je te dis, il y a des climats, tu sens qu'il y a de la tension. Puis mettons, c'est une question vraiment difficile, parce que je suis un noob en musique, puis je veux vraiment pas apprendre la musique parce que j'aime ça juste la vivre avec mes émotions et non techniquement. Mettons, ta musique, clairement, les différents albums ont différentes intensités, mais en termes de niveau de difficulté pour quelqu'un d'apprendre, comme sur 1 à 10, à quel point, comme des jeunes peuvent jouer une chanson complète ou pas? 1 à 10, c'est la réponse, c'est-à-dire, okay, j'ai des pièces qui sont... C'est voulu. Quand j'ai commencé à écrire mes partitions, j'ai dit, bon, est-ce que je suis de type commercial, puis je vais faire des réductions, des versions faciles juste pour vendre la partition, pour faire du cash sur le dos du monde. Puis en même temps, je trouvais ça dommage parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir accès parce qu'il y a des bouts qui sont difficiles. J'ai des pièces aussi qui sont plus... Claritatem Domini, c'est le meilleur exemple. C'est une pièce qui a été faite en thème et variation. Fait que le thème est simple, variation 1 est dur, puis plus on avance, plus les variations avancent, plus c'est complexe, puis maner. Puis en même temps, moi, je trouve que des fois, on est dans une société un petit peu trop ouatée où on fait du nivellement par le bas, puis on adapte tout. Puis à un moment donné, je suis comme, OK, mais à un moment donné, c'est correct de se lancer des défis, puis c'est correct qu'il y ait des endroits que c'est pas pour toi, puis qu'il y a d'autres que c'est oui, puis de faire se retrouver au confluent de nos talents, mais du travail qu'on y met aussi. Puis je pense que c'est une tradition qui est forte en classique, trop forte, je pense, mais... Donc, c'est correct aussi qu'il y ait des pièces qui soient trop tough. Puis peut-être un jour, t'espères. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, c'est aussi la société de l'instantané. Tu sais, des fois, tu veux quelque chose, puis il faut que tu ramasses ton argent, puis tu vas peut-être l'avoir dans 2 ans. Moi, je pense qu'il y a une valeur ajoutée à ça. Parce que si tout de suite, tu as ce que tu veux, tu vas vouloir d'autres choses, après, c'est comme. Je pense que c'est un faux chemin vers le bonheur. Ouais. Le bonheur, il n'est pas juste dans l'atteinte de ses objectifs, c'est vraiment dans the journey, le chemin vers aussi la pente ascendante. C'est ce qui fait que j'ai déterminé que moi... Puis tu vois, moi, ce qui est payant de mon côté, musicalement, moi, c'est quand quelqu'un va présenter une de mes pièces au conservatoire ou dans un concours de musique ou, mettons, en audition à Vincent d'Indy ou des trucs comme ça, je me dis, OK, mes pièces sont du calibre, j'ai pas dénaturé, j'ai pas abaissé le niveau, ça fait que j'ai des pièces qui sont vraiment tough à jouer. Moi, de ce temps-ci, j'ai 3 pièces par show. Si je les pratique pas, je me plante on stage. Fait que je veux garder ce défi-là pour qu'à chaque concert, je veux un track, je veux un défi, puis je veux être fier ou pas. Ou moins, mais c'est important. Je pense que c'est le côté athlétique. Là. C'est pas tout à coup, on baisse le niveau. Je sais pas si on fait aux Olympiques, ils vont pas tout à coup rajouter plus de temps pour que le monde finisse leur course à pied. C'est ça le temps, c'est ça le record à battre, c'est ça le record à battre. Il y a quelque chose, puis je pense que c'est quelque chose qui s'est perdu beaucoup récemment dans notre société occidentale, puis moi, j'y crois gros à ça, d'avoir un but, puis ça prendra peut-être 20 ans, mais que tu y arrives, tu vas être fier, puis tu vas savoir pourquoi, puis ça va être une vraie réussite, pas juste parce qu'on t'a donné des gommettes, puis on t'a dit que t'étais bon. Ouais, je pense que c'est une chose que j'adore dire dans la vie, autant pour moi, pour les autres, c'est si c'était facile, tout le monde le ferait, pas dans le sens où que les gens peuvent pas le faire, mais c'est comme, on est tellement entraîné à la simulation rapide. Exact. Tu sais, de choisir le chemin le plus rapide, alors... C'est normal que ça soit difficile, que ce soit faire un livre, que ce soit faire des gros projets. Moi, une fois que j'ai fait mon premier livre, chaque pièce de théâtre, chaque film, je suis comme, je vous applaudis. C'est des projets qui durent des années. Il faut tellement que tu aies la confiance, il faut que tu aies la motivation, il faut que tu aies la vision, faut tu te relèves à chaque fois, parce que évidemment, c'est sûr que tu vas avoir des downs. Alors, je trouve que c'est tellement une belle chose que je me dis de tout le temps, OK, si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Oui, puis souvent, je trouve que quand tu arrives à la fin, en tout cas, moi, quand j'arrive à la fin d'un projet, je me dis, OK, là, je suis prêt pour commencer le dit projet que je viens de finir. Tu sais, comme moi, je regarde ce que j'ai fait, mon dernier album orchestral, puis je suis comme, OK, c'est tout croche, là. Genre, là, je commence à comprendre. Là, je suis prêt à commencer ce projet-là que j'ai terminé, mais ça fait partie. C'est juste le fun quand tu avances, puis que tu es dans un domaine où tes essais, disons, tu peux les peaufiner, puis ça devient des témoignages de toi, ton avancement comme humain, ton développement comme individu ou collectif, puis que ces témoignages-là puissent être appréciés et puissent avoir un impact aussi. Comme tu dis, probablement que ton livre, t'es peut-être plus fier que l'autre, puis t'es peut-être moins fier sans le savoir du prochain. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose de beau là-dedans parce je pense qu'on avance. Puis ça,
moi, je trouve qu'il ne faut pas perdre de vue. Ça, tu parlais, puis ça me faisait penser. Tu sais, moi, j'aime ça apprendre des langues. Puis Duolingo te dit que tu es à 80% de maîtrise. Vas-y dans le pays. Tu n'es même pas à 5%. Fait qu'il y a une espèce de... C'est qu'un jour ou l'autre, la réalité te rattrape. Mais je trouve ça important parce que je crois, puis c'est quelque chose de très fort quand j'étais intervenant. C'était ma solution. J'ai pas rencontré un humain dans des conditions les plus difficiles du monde qui n'avait pas en lui la clé pour se sortir de cette situation. Il y a toujours quelque chose, un talent caché, une passion, quelque chose, un angle à partir duquel on peut bâtir pour vrai. Puis quand on montre quelque chose là, puis c'est un peu ça aussi, tu sais, pour moi, au BAD, le témoignage, c'est moi, en me mettant à risque, en décidant de poursuivre une formation d'orchestration que j'ai pas eue au conservatoire, puis en apprenant, puis en allant chercher de l'aide, puis en m'obstinant aussi à le faire moi-même en grosse majorité, puis pas... C'est facile de payer quelqu'un pour faire la job, de le faire moi-même, tu sais. Je me disais, c'est important que les gens le sachent aussi, parce que j'espère, le monde, si lui est capable de faire ça, moi, je suis peut-être capable. C'est quoi mon rêve? C'est quoi, toi, le truc que tu as envie de pousser, puis tu as envie d'y aller? Vas-y, fais-le. Après, on verra si ça marche pas, si ça s'expose pas, qu'est-ce que tu en fais. Mais c'est sûr que je suis quelqu'un qui est porteur beaucoup d'espoir, puis me côtoyer, c'est tough parce que je suis le premier tout le temps à m'en demander plus, puis je fais pareil avec mes amis, avec ma famille, c'est insupportable, je te dirais, mais ça part d'une place très, très amoureuse, mais je suis comme, hey, c'est malade ce que tu me dis, tu sais, pourquoi t'en fais pas? On part, on se lance sur 1001 directions, puis je pense que c'est très excitant, on est là sur Terre, c'est pour un bout limité, qu'est-ce que t'en fais? Tu sais, puis, mais c'est que moi, je suis un... Je me tanne très vite. Moi, après 1 heure de repos, je tourne en rond, j'ai envie de faire autre chose. Puis c'est pas nécessairement l'hyperactivité ou un déficit d'attention. Sûrement que si tu me médicamentais, tu pourrais prouver un diagnostic, mais c'est pas l'intention. Je pense que vraiment, j'ai une vivacité. J'adore juste m'en venir ici, au studio, à pied, je rencontre des gens, je parle à quelqu'un. Cette relation-là avec la vie qui vibre autour de nous, je pense qu'elle est incessante. Mais ça paraît que, justement, tu as eu toute ton expérience en travailleur social parce que je le vois, la manière que tu interagis avec les gens après le show, comme chaque personne a la même valeur à tes yeux. C'est tellement beau. Puis juste le fait que tu dis ça, que tu parles aux gens dans la rue, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent à des gens dans la rue, tu sais. Mais ça fait du bien, une fois que tu enlèves tes clôtures émotionnelles, de comme chaque personne est intéressante, que ce soit à Hochelaga, que ce soit à Westmount, peu importe où. Tu sais, chaque personne peut nous apprendre quelque chose. Moi, je viens de la région. J'étais à Québec en fin de semaine. J'étais chez mes parents à Nicolette. Puis ça aussi, on a tourné beaucoup, beaucoup en région récemment. Puis parce que je présente, mettons, ma musique en Europe, c'est comme, OK, mais, tu sais, been there un peu. Quand j'ai commencé à tourner en Europe, le message que je recevais, c'était comme, c'est bien beau, mais ça fait 10 ans, nous autres, là, qu'on est passé là. Qu'est-ce que tu as à offrir? C'est un peu la claque en pleine face qui m'a dit, OK, moi, ce qui m'allume, c'est l'électro, mais je vais apprendre Ableton, je vais comme gérer avec des synthés puis des contrôleurs MIDI, puis je vais me lancer là-dedans. Parce que, veux pas, musicalement, au Québec, sur certaines scènes, on a eu la scène post-rock, on a un folk magnifique, on a du country qui perce, on a des trucs francophones hallucinants, mais il y a des scènes où l'électro, je pense, puis le, entre guillemets, néoclassique, c'est des scènes où on est vraiment en retard. Là. On commence à se réveiller, puis ça fait comme 10 ans que la vague est passée en Europe. Fait, quand tu arrives là-bas, c'est particulier de faire un truc où tu dialogues avec des gens qui en ont vu beaucoup avant toi. Fait, comment tu connectes avec ces gens-là. Puis, inversement, je me retrouve à jouer dans des endroits plus reculés au Québec, puis il faut que ça parle aux deux. Fait, comme tu dis, je pense que c'est de s'adapter vraiment à la personne qui est devant toi, devant moi, devant nous, puis de créer quelque chose qui parle à tous ces gens-là. Fait que c'est sûr, dès que t'es hautain, dès que t'es froid, dès que tu... Ça fonctionne. Il y a l'approche demi-dieu que j'appelle, où l'artiste est haut placé sur une scène, un peu intangible. C'est un personnage, puis tu peux avoir accès par les réseaux sociaux. À la limite, c'est là que t'as de l'intimité. Moi, c'est pas l'approche que j'ai choisie, mais ça a son impact. Comme je te dis, des fois, c'est plus long rester après un show que la durée du show, mais ça me nourrit. Moi, j'ai pas de faim. Mais tu sais, j'ai une famille de sociables où les parties n'ont pas de fin. Le monde, genre, c'est comme... Ma plus grande déception sur Terre, c'est de pas... Je sais que je pourrais pas mathématiquement connaître tout le monde. Il y a trop de monde. On s'entend. Mais ça m'attriste. Pour ça, j'aime les langues. Ça me permet de communiquer. Je suis pas un touriste. Quand je vais en Amérique latine ou en Allemagne, ou même je commençais un petit peu à apprendre le russe, tu sais, quand je me retrouve là, où je me retrouvais, là, dans le cas de la Russie, tu sais, de pouvoir essayer d'établir un contact réel avec l'humain qui est devant toi, puis d'être empathique sur c'est quoi. Parce que je me dis, si j'étais à la place de l'autre personne, probablement que je penserais comme l'autre personne. Et j'étais jeune, moi, je comprenais pas le christianisme. J'étais comme, mais attends, mais si j'étais né là, je serais bouddhiste, puis si j'étais né là, je serais islamiste. Fait que c'est quoi, musulman plutôt. Mais comment c'est possible que moi, je détienne une vérité que les autres n'aient pas,
Fait que cette espèce de relativisme-là cause d'autres problèmes, là, mais il y a de quoi de beau. Puis je pense que la musique universelle, langage, quand on est dans l'instrumental, ben là, c'est peut-être le plus proche que je peux aller pour essayer de parler, de communiquer avec ces gens-là. Puis justement, t'es bon, comme c'est tellement fun de te voir en show, parce que justement, tu brises les codes du classique. Tu sais, c'est quasiment la moitié un spectacle d'humour, tu sais, veux pas. Puis, tu sais, tes shows sont drôles, comme c'est bizarre à dire de show de classique, pardon. De claquette. De clarinette. Mais ouais, tes shows sont drôles, tu sais, comme juste le peu que tu parles à la fois, ben, t'es genuinely drôle dans la vraie vie, tu sais. Dans le sens, tu vas pas écrire des stand-up, mais tu sais, t'as une rapidité. Non, puis c'est drôle, je me faisais dire ça hier. C'est comme, pourquoi tu ferais pas des stand-up? Je suis comme, mais c'est qu'en classique, il n'y a pas d'attente. Ouais, c'est pour vrai, tu sais, stand-up, tu t'en vas te payer quelqu'un qui va te faire rire. La pression est forte. C'est vraiment impressionnant, ceux qui en font. Oui, puis il y a énormément de travail. Ouais. Après, il y a aussi le côté que tu dis, OK, ton show est rodé, tu roules, tu as un micro, une lumière, puis tu fais autant de cash qu'un orchestre de 60 qui ont travaillé vraiment longtemps. Ouais. Fait qu'il y a un rapport à avoir, puis je pense qu'il est important de le dire aussi, parce que la vérité au Québec, c'est que les salles se financent avec les humoristes pour encourager de l'art, j'ai envie de dire, à côté. Est-ce que l'humorisme, est-ce que c'est de l'art, l'humour? J'ai envie de dire, ça dépend de qui. C'est ça ma réponse. Parce qu'il y a du commercial là-dedans aussi. Je pense que c'est une forme d'art, mais on s'éloigne aussi de quelque chose. Puis c'est un outil. Le fou du roi, il y en a qui ont perdu ça de vue. Fait que des fois, l'humour est complaisant, c'est du divertissement, mais je pense qu'il y a un outil incroyable pour changer, faire avancer, bouger des choses. Puis pas juste être dans du moralisateur ou du sensationnalisme. Je pense qu'on peut vraiment faire bouger des choses. Après, bon, les humoristes en font ce qu'ils veulent, mais oui, la vérité, c'est que beaucoup de salles, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est tough. Mais ça fait du bien quand, comme, tu sais, tu prends le micro entre tes chansons, puis on dirait que c'est boire un grand verre d'eau froid après avoir marché 50 km dans le désert. Tu sais, dans le sens où tu t'attends à y aller full droit, puis là, t'es comme, OK, il est humain, tu sais, il est comme nous. C'est parce que le classique, c'est tellement facile. C'est tellement pogné comme monde. Ouais, j'avoue, tu pars de bas. Tout, je veux dire, un vidéo de classique, c'est poche. C'est qu'une performance steady, là, tu sais. Moi, j'en regarde... Je dis ça, là, je suis un grand consommateur de musique classique. J'adore ça, tu sais. Fait que tu vas regarder une vieille performance de Brendel, un écran... Tu sais, c'est un plan fixe, là. C'est aride. Tu veux écouter la performance, tout. Une pochette de classique, t'as déjà vu ça, toi qui aimes le visuel. C'est toujours l'air, c'est toujours un musicien avec son instrument, un sourire fake, puis plein de textes over. Je suis comme, il y a tellement la place pour repenser le milieu dans tous les sens. Puis un chose pareil. Nous, on a une scéno à cette heure, on a une déco, on bouge sur ça. Il se passe plein de choses, puis jamais rien n'est fait de façon... Si je me lève, c'est pas pour faire semblant que ma tune est hot, puis je fais du rock and roll, c'est parce que faut que j'aille pincer des cordes dans le piano. Il y a toujours une raison musicale. Si j'ai des musiciens qui bougent sur scène ou qui sortent de scène, c'est pas pour créer une mise en scène, c'est parce que ça va s'accorder, puis je voulais pas vous faire souffrir pendant ce temps-là. À un moment donné, des musiciens qui viennent se rejoindre au piano avec moi, c'est pas pour avoir l'air cute, c'est parce qu'on va jouer ensemble. Fait que, il y a toujours une raison musicale, mais une façon de l'amener, puis que ça soit stimulant, intéressant, diversifié, peut-être. Fait que c'est sûr qu'entre ça, quand je prends le micro, ben, ça crée un contraste, là. Puis moi, j'aime ça. J'aime mettre les gens à l'aise. Je dis toujours... Moi, je m'en fous, pour vrai, là. Tu viens, tu dors... Ben, c'est pour toi le pire, mais moi, je suis le premier, des fois, je dors dans un show où on est tellement bien, parce qu'on a comme pas le droit, en même temps, on se laisse aller. Puis est-ce qu'on dort vraiment? Ben non, on se laisse aller. Puis c'est une autre façon d'apprécier. Tu sais, je préfère ça que être guindé à l'opéra, rien comprendre, puis être là juste pour voir, puis être vu, puis faire semblant. C'est une autre approche aussi, mais je pense qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans, puis il n'y a rien d'ancien. Je pense que c'est une place où tu as le droit d'exister vraiment. Puis c'est sûr que je prends le micro, je dis des niaiseries, puis j'essaie en même temps d'enseigner 2-3 éléments de musique ou parler d'un background, d'une pièce, puis c'est toujours différent d'un soir à l'autre. J'ai le même but, mais la façon de le faire change. Comme ma musique, les pièces changent un peu d'un concert à l'autre, parce que sinon, je serais un robot. Sinon, pourquoi moi? Mettons un hologramme à la place. Parlons-en d'avancer, parce que c'est quand même hallucinant à quel point, tu sais, Il, c'était tellement simple, doux, tu sais, juste piano. Puis après, au bad, gros changement. Comment tu as vécu le changement de leadership? Est-ce que tu penses... Est-ce que tu as dû apprendre à être un leader? Tu sais, on s'entend que tu gères de plus en plus grosses équipes. Comment tu vis avec le leadership de juste orchestrer plus de monde? Je suis vraiment poche. Je suis vraiment pas bon. Je suis un enfant unique aussi. Puis tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, à un moment donné, j'avais un trop-plein d'humains, puis là, je disparaissais là, pour faire un petit reset, puis là, je revenais. Tu peux pas faire ça. Fait que j'apprends beaucoup
à... puis je pense que la clé, c'est se connaître ses limites, s'entourer de gens... Je suis entouré de gens exceptionnels qui me complètent. Puis je peux être très convaincant, puis ça veut pas dire que j'ai raison. J'ai étudié en études humanistes, philo, là, et que je peux vraiment... Tu sais, on apprenait à défendre n'importe quel point de vue. C'est pas parce que tu t'es convaincant puis t'as des arguments que t'as raison. T'es juste un bon orateur, tu peux être un sophiste. Tu comprends? Fait que, il y a toujours le danger de verser là-dedans. Fait que le travail d'équipe est venu en apprenant à déléguer, super tough pour quelqu'un. Tu sais, c'est un paradoxe, tu sais, que t'es ambitieux, je parle maintenant de moi, je suis ambitieux, quand même contrôlant. Tu sais, quand j'ai travaillé avec Xavier Dolan, je le regardais aller, j'étais comme, OK, on se ressemble un peu à une autre échelle, on s'entend, mais Xavier, il a les mains dans tout. C'est hallucinant. C'est tough de lâcher prise. Non, il fait tout. Ouais. Je veux dire, la musique. Moi, j'allais le voir, j'avais 2 playlists. Une de toutes des pièces qui vont être dans le film, qu'il aimerait avoir, puis une autre de toutes les pièces qui l'inspirent, desquelles il aimerait que je m'inspire pour faire la musique de film. Tu sais, quand je le rencontre, il avait déjà tout préparé ça. Puis là, on est juste sur la BO du piano. Tu sais, c'est microscopique dans tout. Ça a un impact important, mais c'est rien dans le travail de toute une équipe autour d'un film, tu sais. Ouais. Fait d'apprendre à lâcher prise. Parce que c'est ça qui t'a mené jusque-là. Tout à coup, il faut que tu ailles contre nature. Ouais. Puis sinon, je vais continuer à être seul toute ma vie. Je vais faire un album aux 5 ans. C'est un choix aussi, c'est correct. Mais puis c'est de trouver, OK, est où ma rareté, est où ma place? Puis plus je me concentre vers, comme, justement, de la création musicale, être la personne inspirante, avoir des idées, m'entourer de ce monde-là. Puis autant que je suis dans les réseaux sociaux, je pose des trucs, j'essaie de développer des nouveaux concepts. Puis d'être la source d'inspiration, d'excitation, puis de connecter avec d'autres artistes aussi. Plus je fais ma job, plus le monde autour font leur job, puis là, on travaille en équipe, vraiment. Mais c'est tough, parce que ça prend vraiment une confiance. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui fait confiance facilement. Tu sais, dans la rue, je parle à n'importe qui. Mais une vraie confiance, on s'établit, je remets mes finances entre tes mains, on signe un contrat ensemble avec de très gros montants impliqués. C'est pas... Puis c'est ce qui fait, je pense, que j'en suis où je suis, parce qu'il y a eu une rigueur qui était là. Fait que tout à coup, ça disparaîtra pas. Mais c'était beau de voir, un apprentissage. Hein. Justement, dans le documentaire que Nico Gouin a tourné pour Obad, qu'on voit justement la création d'Obad en pleine pandémie, c'était beau de voir les moments que tu arrives, tu es comme, OK, si jamais vous avez des idées sur quoi changer sur vos compositions, laissez-moi savoir. Puis c'était beau de voir cette collaboration aussi. Ils sont pas habitués. Il y a un moment où il y a toute une pièce que j'avais écrite en sol dièse mineur. Puis moi, je savais pas. Au piano, c'est une tonalité, ça tombe dans les doigts tout seul. C'est vraiment facile parce que le rapport note noire et blanche font que quand tu places tes mains, c'est très proche de la position naturelle des mains. Okay. Quand tu places tes mains naturellement, je sais pas si tu sais, mais tes 4 doigts, le pouce a comme... Il n'y a pas rapport. Le pouce, avant, il était l'autre bord, puis il est en train de s'en venir là. Fait ça, c'est super pas confortable d'aligner ses doigts. Fait dès que tu peux faire quelque chose qui ressemble plus à comme prendre une pomme, quand tu déposes ta main comme ça, évidemment, tu as quelques doigts sur les notes noires, d'autres sur les notes blanches. C'est naturel. Tandis qu'au violon, c'est pas ça, pas en tout. Dans la clarinette non plus. Fait que là, j'ai réalisé que j'avais écrit une pièce que ça sonnait le cul, puis j'étais comme, là, c'est des pros, là. Fait qu'il y a un problème, puis c'est pas eux. Fait que là, de leur demander leur avis, il a fallu que je demande plus qu'une fois parce qu'ils sont pas habitués de se faire consulter, les musiciens. En tout cas, peut-être une approche, je travaille avec Nicolas Ellis, qui est un chef d'orchestre incroyable, qui a une approche plus, j'ai envie de dire, démocratique que tyrannique. Je pense que la tendance a changé avec le temps aussi, c'est pas étonnant. Mais fait que ça fait que de leur demander leur avis 2-3 fois, un moment donné, ça commence à sortir. Jamais ça se fait de dire à un chef, c'est sûr que la tonalité que tu as choisie, c'est pas la plus facile. Puis là, j'ai dit, OK, mais qu'est-ce qui serait simple? On a cherché ensemble, on fait des tests. OK, je reviens la semaine prochaine, elle va être en la mineure. J'ai tout transposé, c'est pas long, avec la technologie aujourd'hui. On est revenu, puis aujourd'hui, ça fait passe-pied, puis ça coule de source, puis ça résonne parce que tout le monde est heureux dans ce qu'ils ont à jouer, puis c'est beaucoup plus simple beau, que ce que c'était. Moi, ma portion est rendue tough. C'est correct, je m'arrange. Mais ça, c'est cette participation-là. Il n'y a personne de mieux placé que Jean-Luc, le hautboïste, pour me dire si ça marche ou pas au bois. T'sais, moi, je sais, mais je peux pas connaître tous les instruments. Ça serait l'idéal. Mais le temps que j'apprenne tous les instruments, j'ai rien composé, puis je suis rendu. Mettons, toi, quand tu joues maintenant avec un plus de gens, tu regardes le chef d'orchestre. C'est comment de jouer, mettons, tes shows seul, puis tes shows que tu regardes quelqu'un, quelle idée? L'idée? Ouais. Je te dirais, ça m'a pris du temps aussi à comprendre qu'il n'y a pas... Je trouvais ça dur quand je suis retourné au piano solo. T'es comme, faut que t'as sur les épaules 1h30 de show. Faut que ça soit intéressant. Puis si t'es le premier à penser que c'est pas intéressant, personne va te suivre. Puis j'ai compris qu'en fait, c'est qu'il y a des forces et des lacunes, disons, dans chaque
extrêmes que tu peux pas aller rejoindre autrement. T'auras jamais l'intimité du piano solo si sur scène, il y a plein d'autres mondes en silence qui te regardent, qui attendent que tu aies fini ta tune pour jouer la prochaine. Ouais. Même si tu éteins les lumières, il y a comme... Fait que dans le piano solo, on a quelque chose d'explosif. J'ai beaucoup plus de place, de liberté pour... Écoute, maintenant, là, quand je fais des choses solo, j'ai même plus de setlist. Je monte sur scène, je fais de l'impro, je plug mes tunes à travers ça. On va super intime, on explose. Je peux être extrêmement volatile. Je peux être super... Je fais ce que je veux. J'ai une très grande liberté. Je peux pas faire ça dès qu'il y a un autre musicien en place ou, disons, dès qu'on est en quatuor ou qu'on est en orchestre. Ben là, tout à coup, comme tu dis... Puis c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de... Il y a une triangularité, j'ai envie de dire, qui existe entre... Tu as le premier violon, donc le violon le plus proche du soliste, souvent, qui représente en quelque sorte l'orchestre. Tu as le chef d'orchestre qui représente la partition, mais lui, il est un peu mal pris parce que, contrairement à d'habitude, le compositeur n'est pas mort. Là. Il est vivant, puis il est à côté. Ouais. Fait que, puis on crée ensemble une espèce d'alliance de comment jouer ensemble, puis ça va dans l'interprétation. Fait que, il y a pas... Je pense pas que je suis à la merci du chef, ni inversement, mais il y a vraiment un travail d'équipe. Hier, j'étais avec le chef avec qui je travaille pour Québec, Dmitri Zrajovski, puis on était là, moi j'étais au piano, lui il dirigeait dans le vide un orchestre imaginaire, puis des fois on se parlait, puis t'es comme, OK, ben là c'est plus lui qui prend le lead, moi je fais juste l'accompagnement, là c'est moi, là je me suis, là je vais ralentir, là j'accélère, là il va arriver ça, puis de penser, ah oui, mais là le corps a besoin si lui a besoin de temps pour changer l'instrument, là il arrive ça. Fait que de se parler de ça, c'est un travail d'équipe, mais encore une fois, c'est une autre approche, qui n'est pas celle tyrannique dont je parlais tantôt. Ouais. Puis, ben moi, c'est sûr, je me sens plus à l'aise là-dedans. Mm-hmm. Mais j'ai pour conviction qu'on est tous professionnels de notre domaine. On peut être pertinent, poser des questions ailleurs, mais il faut aussi apprendre à faire confiance. Dire, c'est pas moi... Tu sais, moi, je sais pas là, à quelle heure il faut que je poste un truc sur mes réseaux sociaux, que ça va être le pic, parce que là, je veux en même temps target l'Europe, puis ici, puis que je leur poste en story tout de suite. J'attends une heure que les likes du Reel ont monté. Tu sais, je suis pas au... Puis si je le sais là, mais cette information-là change constamment. Puis c'est la même chose aujourd'hui. Je sais pas, il y a un nouveau matériau pour créer l'anche du corps anglais, puis est-ce que c'est-tu mieux d'être joué, attaqué de telle façon? Je vais demander à la personne qui est pro là-dedans, puis je vais apprendre à chaque fois. Puis c'est là qu'on fait que c'est sûr que l'aspect compositeur, ce qui est particulier, c'est que tout à coup, t'écris pour d'autres, tu dessines pour d'autres. C'est pas comme allez-y, freestyle, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux des autres. Puis en même temps, il y a une espèce de laisser-aller pour créer un... Moi, je crois beaucoup au dialogue pour que ça vienne. Puis, tu sais, j'ai quand même dirigé du monde dans la vie, dans mes jobs passés, tout, qui fait que je suis aussi capable de mettre mon pied à un moment donné et de dire, ben, écoute, c'est une très bonne idée, mais c'est pas ça que je veux. Ouais. Ou merci tout le monde vos commentaires, j'en ai assez maintenant. Puis, tu sais, parce que le danger aussi, tu veux pas te faire bouffer, là, comment ça s'en va, c'est plus ton œuvre. Ça arrive, j'ai entendu des histoires d'horreur, là, des gens qui ont laissé entre les mains d'autres mondes des arrangements, des directions, puis aujourd'hui, ils se sentent eux-mêmes aliénés de leur propre œuvre, ils se sentent mis en dehors parce qu'ils se reconnaissent plus musicalement dans ce qu'ils ont écrit parce que c'est parti en couille. Mm-hmm. Ça peut arriver avec n'importe quel collaborateur du travail. Fait que cette espèce d'échange, de travail d'équipe-là. Puis là, j'ai vu que ce matin, tu as annoncé Sérénade, c'est ça? Oui. Ouais. Fait que ça, en gros, c'est Obad, mais version simplifiée, comme piano solo. Oui, ben c'est pas nécessairement toujours simplifié, mais oui. Oui. Mais version piano solo. Ouais. C'est fun, ça, je trouve, vraiment, comme, tu sais, de voir l'évolution, tu sais, de Hill dans ma main, ensuite Obad, puis après, comme remix toi-même en revenant un peu à l'essence des premiers albums. Mm-hmm. C'est malade. Ben il y a plein de... Historiquement, ça s'est fait beaucoup. Tu sais, il y a une époque où on écoutait peu de musique. Tu sais, le nombre d'heures de musique écoutée par jour augmente à chaque année. Ouais. Aujourd'hui, même, les nouveaux marchés, c'est le sommeil. Là, ils se sont rendus compte qu'il y a 8 heures par jour, on peut te faire écouter de la musique ou des podcasts ou quelque chose, puis il y a du cash à faire. Fait qu'oublie ça, là. Toutes les maisons de disques sont toutes là-dessus de ce temps-ci, tu sais. Mais... historiquement, il y a une époque où tu n'avais pas vraiment accès. Peut-être tu allais voir un orchestre jouer une fois par semaine, puis il y avait quelqu'un qui gratouillait dans ta famille. C'était ça le rapport à la musique. Fait que, il y a eu toute une tendance à faire ce qu'on appelle des réductions. On prenait une œuvre complète d'orchestre que tu allais peut-être entendre une fois dans ta vie, puis on t'en faisait une version piano solo pour que tu puisses la jouer ou quelqu'un la joue chez toi. C'était pas pareil, mais c'est un contact quand même avec l'œuvre. Fait que dans cette optique-là de réduction, qu'on appelle de simplification de l'œuvre, j'ai voulu faire ça. Puis, en même temps, moi, j'ai mes maisons de disques qui me disent « Là, Jean-Mi, ça nous prend de la musique qui stream. On veut quelque chose. » Fait que du piano solo, ça marche. On veut des tunes de 2, 3, 4 minutes. Puis je suis comme « Non, c'est pas vrai que je vais leur donner ça. Puis je vais faire... »
Je le connais, l'album à faire qui va aller hit, je sais plus combien de streams, juste pour faire du cash. J'ai pas envie de le faire. Ouais. Je fais pas de la musique commerciale, j'en ferai jamais. J'aime pas ça. Ou si je le fais, c'est consciemment et ironique. T'sais. Et que dans ce cas-ci, je me suis dit, quelle belle occasion. L'idée est venue pendant que j'étais à Berlin. J'étais dans un studio qui s'appelle le Voxton Studio, qui est le studio où Johan Johansson a composé, écrit et enregistré presque toute sa musique. Puis il y a plein d'autres mondes qui ont passé par là. C'est un studio iconique qui est en train de fermer à cause de la gentrification de Berlin présentement. Ah ouais. C'est quand même super triste. Puis fait que j'ai été probablement le dernier enregistrement là-bas. Wow. Puis c'est vraiment hot parce qu'ils sont affiliés avec une boutique de piano à côté où tu vas là. Il y a genre 50 pianos droits, des vieilles affaires que le gars, il ramasse un peu n'importe où. Puis c'est un amoureux. Là. Chaque piano a sa couleur, son son. Moi, j'étais plus... Il a fallu m'arracher de là parce que chaque piano m'inspirait une nouvelle tune. Chaque mon iPhone, j'enregistrais des tunes. Puis finalement, on a trouvé le piano qui fonctionnait le mieux. On l'a amené dans le studio. Puis ça a été 3 jours, mais une journée et demie, l'album était enregistré. Là, il y a eu une espèce de boost où j'ai refait les pièces en piano solo, mais avec toujours un petit hint pour qu'elles soient différentes. Là. Fait que des pièces que Murmure, elle se reconnaît presque plus. Là. Je suis parti sur un délai. Nice. J'ai de l'impro, j'ai une pièce qui est nouvelle. Il y en a que j'ai pas faites aussi. Puis j'étais comme, OK, là, c'est beau, mais d'où c'est une pièce pour piano avec un petit écho devant, à un moment donné, de clarinette puis d'hautbois. Bon, on va pas la refaire, ça vaut pas la peine. Je vais mettre je vais faire la place. Okay. L'idée, c'est d'avoir une espèce de réflexion, un album cohérent, qui est une espèce de spin-off. De revenir à la base aussi, parce que il y a des pièces qui sont nées au piano. Je pense que c'est ce qui m'a convaincu aussi. Une des choses qui m'a convaincu à me lancer en orchestration, c'est que beaucoup d'orchestrateurs sont pianistes d'abord et avant tout. Le piano te permet d'avoir une belle vision. Tu as presque de la note la plus grave à la plus aiguë d'un orchestre sur un piano. Fait que tu es vraiment capable. Tu es plus limité si tu as une guitare entre les mains, tu as 6 cordes, d'essayer d'aller. Il faut vraiment que tu aies plus de musique dans la tête. Piano, tu l'as comme plus dans les doigts dans la face. Fait que on dirait qu'il y a tellement de monde que je me dis, bon, peut-être que je peux prendre ces pièces-là, ces extraits-là que j'ai au piano, puis les amener, les faire vivre dans un orchestre. T'as fait ça quand à Berlin? À l'automne? À l'automne. Peut-être au mois de mai, j'ai mai en tête. Okay. Ça fait-tu 1 an? Non, ça fait 6 mois. Je sais pas, entre 6 mois et 1 an. Parce que je sais pas, je t'avais dit, by the way, j'ai fait saison sur Obad. Dans le sens où, une fois que j'ai fini toutes mes photos, littéralement, tout le montage, toute la post-prod, tout sur Obad. T'es sérieux? Ouais. Parce que tu venais juste le sortir, je pense que c'était en mars, ça se peut-tu? Ouais. Ou février? Ouais. Non, mars. Février. 2 février, 22 février? 10 février? 16, 12? Février ou mars 2022. Mais, alors, est-ce que tu te vois comme faire des shows que Sérénade, puis de tourner cet album-là seul? C'est une excellente question. J'aurais pas le choix dans le sens, des fois, je me retrouve... tu sais, des fois, je vais arriver avant ma team, je repars après. Puis ça me permet de, justement... j'ai fait ça, j'étais à Rotterdam l'autre jour, il y avait un festival, c'était solo piano. Parce que ma gang arrivait juste après, j'ai fait un concert en piano solo. C'est sûr que je vais puiser... Mais Sérénade, c'est pas tant des pièces que c'est une attitude face à une conception de la musique. Puis pour moi, qu'est-ce qu'une pièce? Puis c'est intéressant le lien que tu fais avec Saison parce que toi, ta photo, c'est que tu captures à un moment quelque chose qui est en changement. La veille, le lendemain, déjà, c'est une photo qui peut-être peut avoir absolument rien à voir, au point où l'hiver, le lendemain, il y a une tempête, puis on voit pas plus qu'1 mètre en avant. Ouais. Puis plus tard, je pense que c'est ça, ce livre-là, c'est comprendre comment tout ça bouge. Toi, tu choisis des moments. Le souffle de la vie. Exact. Mais je pense que pour moi, une pièce, c'est ça. C'est quelque chose de vivant. En mouvement. Puis si tu t'en prends pas soin, c'est-à-dire si tu l'oublies puis tu joues plus, ben elle meurt, elle n'existe plus. Puis l'enregistrement, c'est une photo à un moment précis d'un film, de quelque chose qui est en mouvement. Fait que pour moi, c'est pas que c'est négligeable, mais c'est cool, là, on se donne, on enregistre, on fait le mieux, mais puis un danger à ça aussi, c'est qu'on crée une perfection qui des fois n'a pas rapport avec... ça a mis une pression terrible. Depuis l'enregistrement, les musiciens classiques ont comme moins le droit de faire des erreurs en spectacle parce que tu as une version à laquelle tu peux te référer qui est parfaite. Ouais. Mais cette version parfaite-là, des fois, elle n'a jamais existé parce que c'est du montage fait à partir de 2-3 versions où ils l'ont refait tellement de fois avant d'avoir la take parfaite qui ne reviendra jamais. Fait que pour moi, la composition, elle existe au-delà. Puis elle existe quand j'ai l'idée la première fois, elle existe tout croche un peu dans des extraits, elle existe sous forme de partition aussi, dépendamment de ce que toi t'en fais dans ton interprétation. Ouais. Elle existe d'un concert à l'autre, elle existe en piano solo, en quatuor, en orchestre, en grand orchestre. Puis c'est la même idée, il y a comme une idée, qui est vivante, qui essaie de s'exprimer sur Terre c'est cool, par ces différents moyens-là. Fait que pour moi, Sérénade, c'est juste de donner un autre canal, une autre
porte d'entrée sur Terre à ces idées-là d'Aubade. Ce que j'ai toujours fait, si je me retrouve en concert, je veux jouer Hypocrite, mais j'ai pas CFCF qui est à côté de moi pour la faire, puis je vais pas le faire venir pour une tune, tu sais. Fait que j'en refais une version. Puis cette version-là, ben, est écrite, semi-improvisée, dépendamment des pièces. Des pièces qui sont très fermées. Tu sens qu'ils sont comme bien balancées. Puis il y en a d'autres que il y a des bouts, je me dis, bon, ben là, je verrai comment ça file avec le monde. Puis ça bouge beaucoup. Fait que... Pour moi, c'est ça, Sérénade. Il y a une pièce, La Chute, c'est la pièce où je me suis pété le bras puis j'ai composé une tune avec l'autre bras qui restait. Ça, c'est une pièce qui est particulière, qui est nouvelle, vraiment. Mais sinon, c'est ça. C'est plus une attitude. Puis le mood, c'était vraiment ça. Tu sais, écoute, j'étais dans un studio qui est en train de fermer. Johan Johansson, qui est quand même associé à... Dans un autre pays. Dans un autre pays, puis... Tu sais, Johan Johansson, c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup musicalement, qui est décédé dans des circonstances un peu obscures et tristes, puis qui a fait de la musique extrêmement touchante, déprimante aussi, qui a fait des scores incroyables. Fait que, il y avait comme tout ça dans l'air, puis je trouvais que c'était intéressant d'insuffler ma musique, Sérénade. Tu sais, pour moi, Sérénade, c'est... Si Aubade, c'est le printemps, Sérénade, c'est l'automne. Tu sais, si Aubade, c'est le matin, Sérénade, c'est le soir, en tout cas, le coucher de soleil. Fait que, il y a quelque chose autour de ça. Mais juste le cover, c'est très cool. Tu sais, le bleuâtre. Ouais, t'as vu? Ben, dans le lien pre-save. Oui, je sais tu même vois pas. le cover. Je sais pas si ils ont sorti le cover officiel. Ben, j'espère avec les papillons. C'est comme un remix de l'autre que Exactement. Bien à vous avait fait. Ouais. On a nocturnalisé, disons. C'est ça, mais je trouve que tu comprends l'ambiance de comme nocturne, justement, de comme, OK, tu sais, plus prendre le respire. On voulait aller complètement ailleurs, refaire toute une pochette avec mettons, des papillons de nuit, tout ça. Ça, c'est genre de bonne idée que quand t'arrives, ça marche pas pantoute. Et qu'on s'est dit, là, il y a un message clair. Tu regardes ça, tu dis, OK, je connais cette pochette, mais ça me donne un tout autre feeling. On est dans des couleurs beaucoup plus nocturnes, dans le bleu, dans le noir. Puis un peu d'orange, un peu de lumière, quand même d'espoir là-dedans. Puis j'aime ça quand je fais... C'est un spin-off. C'est comme, au lieu de faire un remix électro, mais là, je fais comme un remix piano solo. C'est un peu ça, l'idée. Puis je pense que l'idée, c'était que la pochette parle d'elle-même. Là, j'ai ma première question du public de l'histoire du podcast. Ah ouais? Ouais. Aujourd'hui, maintenant. C'est quelqu'un juste au bord de la vitre. Dans mon oreille, j'entends sur Saint-Laurent. Mais mon ami Lucas, avec qui je vais le temps voir tes shows, mon ami, un de mes meilleurs amis qui est le plus grand fan de musique, t'en as parlé brièvement tantôt, mais il écoutait un podcast sur... Tu sais, lui, il travaille plus dans le monde... il est comptable, finance, tout ça. Fait que c'est vraiment pas du côté créativité artistique. Puis il demandait la pression de créer... Mettons, quand tu crées la pression des partenaires, parce que maintenant, tu fais vivre des gens, tu contribues, surtout avec l'orchestre, c'est avoir de plus en plus de gens auxquels tu contribues, à qui tu voyages. Est-ce que tu crées tout le temps en étant comme fuck off, moi je fais ça pour moi, puis après on s'arrangera avec les partenaires de voir comment ça fit? Ou elle est où cette relation, cette ligne, cette frontière? Il y a beaucoup de types de partenaires, qui ont toutes des réalités différentes. On parle du concert, de la tournée, mettons? Non, juste comme la création d'albums. Mettons, tantôt, tu as dit tes partenaires veulent que ça soit streamé. Oui, ben c'est ça. Il y a, disons, tous les gens qui participent au processus créatif, c'est beaucoup de gens qui sont pas nécessairement pigistes, mais dans le sens que eux, les projets roulent. Puis à un moment donné, ils ont comme décidé avec qui ils travaillent. Fait que c'est une question de s'arranger d'avance. Mais tu sais, moi, j'ai pas mal toujours la même personne qui masterise, qui mixe. C'est pas le même producer. Il y a toujours la place pour du changement. Tout, mais puis là, c'est nouveau. Toute la trolley de musiciens qui vient d'arriver. Dépendamment de ce que j'ai besoin, ben je suis comme, OK, j'ai besoin de violoncelle. Hey, Lorraine, t'es-tu dispo? J'aurais besoin d'une track de violoncelle. OK, oui, je peux telle date, on s'arrange. Tu comprends? Il y a toujours moyen. Par contre, quand tu t'engages à dire, mettons, des musiciens classiques, là, on part en tournoi, on a 60 dates, ben là, c'est une espèce d'entente, puis il n'y a pas de contrat qui se fait dans ce milieu-là, c'est-à-dire la personne, parce qu'on veut se garder une liberté, ça se peut qu'après 10 jours, ça ne fonctionne pas d'un côté comme de l'autre, tu sais. Fait qu'on veut pas non plus se badrer là-dedans. Ouais, je savais pas. Ouais, c'est pas... Il y a des gens qui travaillent des contrats, c'est très, très rare. Puis tout est régi par... nous, c'est la Guilde des musiciens qui régit les tarifs, les salaires, tout. Puis c'est sûr que si tu t'engages puis t'annules à la dernière minute pour pas de raison... Tu sais, comme une façon de faire les choses, c'est sûr. Là. Ouais. Mais, tu sais, ça permet... Mais tu sais, moi, j'ai pas de contrat avec ma gérance non plus. Parce qu'on veut être capable de... S'il y a de quoi qui va pas, de s'en parler, plutôt dire, regarde, de tel alinéa, de tel point, t'es supposé de faire ça. Puis ça attise plus le conflit que finalement, ça amène la communication. C'est une zone grise un peu, disons. Fait que je te dirais que tout ce monde-là sont habitués. Même aller voir un musicien classique, disait j'ai 60 dates pour toi. Ce que tu lui dis, c'est tu pratiques une fois pour un show, puis après ça, tu roules la même affaire. Eux vont travailler pendant des jours en solo, monter leurs pièces. Ils font 2 pratiques. Ils font le concert une fois, puis c'est fini. Après ça, on passe à un autre appel. Donc, eux, ceux qui aiment faire la tournée, c'est génial. Pour ce qui est de l'album, j'essaie, je t'avouerais, J'ai des beaux liens avec mes maisons de disques où j'ai une liberté, j'ai envie de dire, absolue.
de bonne foi. Il y a un contrat, il y a une ligne sur la bonne foi. C'est-à-dire, si, dans le contrat? Ouais, si volontairement, je fais de la musique mauvaise pour les mettre dans la merde ou, je sais pas, pour... mettons que la relation serait pas bonne, je veux sortir un album pas bon pour qu'il le rejette, puis mettons me sauver de mon contrat. Ça, c'est une stratégie de mauvaise foi. Par contre, si moi de bonne foi, puis tu sais, le meilleur exemple, là, c'est que j'ai une maison de disques à Londres qui s'occupe du monde, sauf le Canada. Fait que mettons, moi, je veux faire un projet de chansons au piano avec des chanteurs québécois, mettons. Ben oui, ils n'en ont rien à foutre. À Londres. Puis en plus, c'est pas leur territoire. C'est le Canada. J'étais avec Arts and Craft pour le Canada. Fait que dans ce cas-là, ben eux peuvent dire, ben écoute, ils peuvent pas m'empêcher de faire ça. J'ai une liberté absolue sur ce que je veux faire. Fait qu'ils vont dire, ben nous, on sort pas cet album-là. On ne supporte pas là-dedans. Puis je vais me virer vers une autre maison de disques ou Arts and Craft ou comme. Fait que... Mais ça, c'est important parce que s'il n'y a pas cette liberté-là, moi, je sais, j'ai déjà vécu par le passé où il faut que tu composes un peu sous obligation parce que j'avais fait de la musique quand même pour un documentaire, puis j'ai pas aimé ce que j'ai fait, puis on s'entendait pas, puis ce qui est sorti... Écoute, je réentends la pièce aujourd'hui, puis j'ai le même feeling de « je suis pas bien » qui revient. Et que ça, c'est quelque chose de... Puis c'est une chance, hein, parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Puis il y a beaucoup de compositeurs in-house qui vont être, mettons, affiliés à une maison, une boîte de pub, de publicité. Puis là, ils se font commander. OK, j'aimerais avoir telle pièce, mais elle coûte trop cher, mais on n'a pas les droits. Peux-tu me faire quelque chose qui ressemble, mais pas trop, pas qu'on se fasse poursuivre, s'il te plaît? Puis il y a des gens, ils sont incroyables pour faire ça. Puis moi, ils ont toute mon admiration parce que je serais pas capable... au niveau de l'inspiration de le faire. T'sais. Fait qu'il y a comme ces attentes-là qui viennent de partout, mais il n'y a pas non plus de contrat. Beaucoup de gens travaillent en pourcentage aussi dans le milieu. T'sais. Mais c'est sûr que moi, dans mon idéal, je ne suis pas non plus... faut pas, c'est pas parce que je suis signé chez Universal que le cash coule puis que je peux faire tout ce que je veux. Puis si oui, il y a un coût. Le coût, c'est que c'est mon argent. C'est des banques, en fait. Ouais. Les maisons de disques, c'est des banques qui ont des réseaux. Beaucoup. Ouais. Ils investissent dans ton projet d'affaires. Exact. C'est quelque chose de très. C'est des gros contrats de, je sais plus, 93 pages, mon affaire. C'est ça aussi la réalité. Fait que tu veux te garder une forme de liberté pour être capable de... Puis ça, c'est la chance que j'ai. En même temps, c'est le pari qu'on a pris que cette versatilité-là m'amenait aussi à... Ce qui fait qu'on me demande tout le temps, depuis Mathias et Maxime, on me demande tout le temps, est-ce que tu vas faire un autre film que le film de Xavier? Veux-tu faire autre chose? Mais moi, j'attends d'avoir un projet d'avoir le temps, d'avoir un projet qui m'allume au point... Tu sais, quand Xavier Dolan m'a appelé, j'ai pas hésité une seconde. C'est que moi, j'attends d'avoir une espèce de coup où moi, je pitch du monde, je suis comme, moi, je veux travailler avec telle personne, je veux faire ça, mais peut-être qu'un jour, je vais être obligé de faire des trucs parce qu'il faut que le cash rentre pour payer mon monde. Des fois, je le fais. Des fois, j'accepte des contrats. Je suis comme, bon, c'est un contrat qui me tente moins, mais je sais que ça fait une entrée d'argent. Pendant le COVID, je fais ça beaucoup. Je suis comme, c'est une entrée d'argent, mais je sais que ça va donner de l'argent à mon gérant, à mon day-to-day, à toute l'équipe avec qui je travaille. T'es pas obligé d'en parler non plus, fait. Puis je suis pas obligé, puis il n'y a pas d'impact, tu sais. Ouais. Fait que c'est bien correct aussi, mais c'est sûr qu'idéalement, je ferais que les projets que je veux, avec le plus en plus d'ampleur, payer les gens le plus décemment possible, essayer d'être le plus fidèle avec ces gens-là. Puis en même temps, moi, j'aime ça me renouveler. Je viens de faire un projet orchestral. Il y a de fortes chances que le prochain soit pas orchestral. Tu sais, tout le monde, quand je suis arrivé avec Obad, c'était comme, s'attendait à un album électro-piano. Là, depuis Dans ma main, ils sont comme, OK, prochain album, ça... Puis la chose à faire, ça aurait été ça. Album avec juste des features de monde électronique pour me placer sur la scène. Tu sais, il y a des stratégies à prendre que moi, je tente de pas... Des chemins que j'ai envie de maintenir une espèce d'un côté niché, un côté... puis de me lancer des défis là-dedans aussi. Ouais. Parlons-en, la musique électronique. Ouais. Parce que, il me semble que tu es un grand fan. Puis justement, quand tu étais en Allemagne, tu as passé beaucoup de temps en Allemagne dans ta vie. Ouais, beaucoup de temps dans des clubs. Ouais. Ah ouais, les clubs. Les clubs. C'est quoi ta relation avec la musique électronique aujourd'hui? Puis comment tu la places dans ton processus créatif? Ça a changé. J'étais un très, très, très grand consommateur. Quel style d'électro, mettons? Minimal berlinois. OK. À fond, là. Quand je suis là-bas et tout. Puis je me souviendrai toujours, il y a un moment, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que le Club Maté faisait plus effet. J'étais sur un dance floor, il devait être rendu 7 h du matin, puis j'ai eu un flash, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait tous ici? J'étais, mais on est une bande d'absurdes. Parce qu'il y a quelque chose que je reconnais beaucoup, il y a une façon de danser aussi, même à Berlin. T'es orienté vers le DJ, quelque chose de... C'est comme une sectaire. Oui, c'est ça. Il y a des codes, puis c'est magnifique, tu sais. Puis je t'ai vu pas longtemps, puis tu sais, j'étais allé danser, ça a été magnifique. Parce qu'il y a quelque chose... Écoute, tout le temps que j'étais là, j'étais allé faire un business trip de genre 2-3 semaines. Je rencontrais plein de monde. Puis j'en profitais pour... avoir du fun. Puis, tu sais, ça t'ouvre sur plein de choses. Puis ce qui est incroyable, j'ai été une semaine peut-être à Berlin, j'ai pas entendu une fois
la même pièce et c'était tous des trucs nouveaux. Partout où je suis allé. Fait qu'une culture musicale comme ça, moi, ça me parle plus que de me retrouver à quelque part où je fais comme « Ah, ça, c'est le hit, je l'ai entendu 4 fois, puis je le re-entends une 5e fois. » Puis là, ça unifie les gens, puis les gens sont contents. Puis c'est pas mieux ou pire. Moi, je me sens juste plus à l'aise là-dedans. Fait qu'il y a quelque chose, puis ça se rapproche beaucoup de la musique instrumentale, puis de la musique classique. C'est très rare dans une pièce classique, même une symphonie de 3 heures de Mahler, où tu as le même extrait qui va revenir. Puis si oui, il va être différent. Il va être repris. C'était au bois, on les reprend au corps, on le reprend au piano, on intègre d'autres choses. Il y a comme un... Puis pour moi, je trouve que ça ressemble plus à la vie. Et même si tu... Un écosystème. Oui, puis toutes tes journées sont pareilles, mais sont toutes différentes, comme tes photos. Toutes tes photos du même lieu sont toutes pareilles, en fait. On est comme, OK, oui, tu as photographié... I don't know. Le cinéma L'amour. Le cinéma L'amour, voilà. Mais c'est jamais pareil. Puis il n'y a pas une minute pareille au cinéma L'amour qui se sont passées, même si apparemment oui. T'sais. Ne serait-ce que parce que la minute a 1 minute de plus que l'autre d'avant. Fait que qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Fait que mon rapport à ça, jusqu'à ce moment-là sur le dance floor, j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait? C'est une espèce de prise de conscience. Je suis comme, c'est tellement insipide. On est là, on se bouge. Ben, je pense que ça avait décroché de quoi dedans. Puis depuis, mon rapport a changé. Puis même musicalement, j'en écoute vraiment, vraiment moins. Je me suis tourné, j'écoute beaucoup plus le silence ou les bruits environnants qu'avant. Je veux pas que tu répondes tout seul, mais ma prochaine question, c'est comme, c'est quoi ta relation avec le silence? Mais fini l'électronique, mais après, parlons du silence. Mais c'est ça. Mais je me suis retourné vers autre chose, puis dépendamment de ce que... Je pense que présentement, je suis... Tu sais, on s'attendrait que, OK, Jean-Michel is in the house, fait que vas-y, mets la musique pour la soirée, fait comme, occupe-toi. Moi, au contraire, j'aime tellement... Ben, c'est peut-être égoïste un peu, là, parce que je me mets dans la position du contemplatif qui est comme, hey, on va prendre ce qu'il y a. Peu importe. Puis c'est l'empathie. Je parlais plutôt aussi de me dire qu'est-ce qui fait qu'une pièce. Il y a des. Tu sais, j'ai jamais été un fan de trap jusqu'à ce que, quand je suis allé en Russie, il y avait du trap russe. Puis pour une raison que j'ignore, je trouvais que ça sonnait bien avec. Puis depuis, j'ai comme catché. Je vais, OK, c'est parce que là, le trap, c'est gros. Là. Fait que s'il y a autant de monde qui triple là-dessus, c'est pas juste de la merde. Là. Ça se peut qu'il y ait quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis parce que sinon, tu deviens une espèce de gars qui vieillit puis qui se ferme. Puis que nous, dans le temps, c'était de la bonne musique. Aujourd'hui, c'est tout pas bon. Tu sais, je pense que il faut... C'est un devoir, comme musicien, que j'ai à... J'ai un de mes musiciens à mon quatuor, Benjamin Deschamps, c'est un jazzman, saxophoniste. Fait qu'on a tout le temps ces débats-là un peu absurdes, comme de quoi le jazz, c'est une version pauvre de la musique classique, puis que bon, que c'est des gens qui font des fausses notes, puis qui essaient de se reprendre tout le reste de la toune. Je le niaise tout le temps là-dessus, mais en vérité, il y a une culture incroyable, tu sais, puis je suis comme, OK, tellement de monde qui aime, qui ont aimé, que si j'aime pas ça, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? En quoi ça parle de ma fermeture? Puis qu'est-ce que j'ai pas catché là-dedans? Puis Ben m'a amené vraiment à m'ouvrir. Puis aujourd'hui, je me surprends à écouter du jazz. Puis du jazz, ça veut rien dire. C'est tellement vaste. Mais en tout cas, de ce qu'on pourrait inscrire sous l'ombrelle du jazz. Puis elle m'a retrouvé je vais voir des concerts de jazz. Ça fait comme, OK, wow, ça me parle. Fait il y a de la musique. Un enfant qui joue du piano tout croche, c'est de la musique aussi. Puis ça peut être hautement plus intéressant qu'un concert de musique contemporaine avec exactement les mêmes notes, mais parce qu'il y a une intention derrière. Je sais pas, je sais pas c'est remplacé par quoi, mais quelque chose qui s'est passé là. Si mettons on prend du recul pas sur la phase maintenant que comme la musique électronique occupe moins une grande place ou moins un intérêt, mais mettons sur toute ta carrière, comment tu penses qu'elle a contribué à ta création musicale? Est-ce que tu retrouves des parallèles là? Mais je pense que j'ai jamais autant trippé musique que quand j'étudiais. Je te dirais les compositeurs allemands puis français aussi, mais surtout allemands. Je pense à Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann. Puis il y a quelque chose de très fort chez eux, de très instrumental, de très cérébral, rationnel. Ça se rapporte beaucoup à quand j'étudiais des philosophes allemands ou quand j'ai appris l'allemand. Puis il y a quelque chose dans cette langue-là, dans la structure du temps, de la pensée, que je retrouvais. Puis quand j'étais à Berlin, je me suis dit, c'est sûr que si Bach était en vie, il serait pas dans le fond d'une église à jouer de l'orgue. Tu comprends? Il serait en train de clubber. Tu sais, il serait en train de clubber, ou en tout cas, il serait en train de DJ sur Ableton. C'est-à-dire, c'est sûr. L'orgue était autrefois l'instrument technologique le plus avancé. C'est plus le cas aujourd'hui. Puis, ben, l'intérêt pour l'orgue a changé aussi. Tu sais, c'était hot. Aujourd'hui... C'est sûr qu'il ferait des TikTok. Probablement. Mais ces TikTok seraient assez... Il ferait pas ça juste pour avoir des likes. Il ferait des trucs qui te feraient exploser l'esprit, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment qui est venu me dire, OK, il y a quelque chose dans la musique instrumentale, électronique, comme je te disais, qui est... Il y a oui ce que ça crée, mais dans la musique... Puis je pense que l'aspect minimalisme que j'ai vraiment aimé, c'est
un moment donné, il y a une redondance, tu tombes dans une espèce de transe qui se rapproche à la méditation, à la contemplation. Puis là, tu deviens intéressé aux changements mineurs, parce qu'en fait, c'est la seule affaire qui se passe. C'est la même astuce d'affaires. Puis là, il y a un truc qui flippe, l'identifier, puis là, il rentre, puis il tombe, puis tu tombes dans cette espèce de roulement-là. Puis, tu sais, notre mouvement, entre guillemets, néoclassique, on appelle ça néoclassique, mais c'est de la bullshit, là, tu sais. C'est un mélange de les débuts du minimalisme avec des accords romantiques, là. Tu sais, c'est vraiment de tout ce que le classique a à offrir, c'est 5% là, de tout ce qu'il y aurait à offrir. D'ailleurs, je me bats pour ça, puis j'espère que ça va changer un jour. Mais pour l'instant, on zigne tout le temps la même affaire. Puis, c'est ce qui est intéressant du minimalisme chez Philippe Glass, chez Steve Reich, chez tellement de compositeurs, c'est cette notion-là où tu es toujours pareil, c'est jamais pareil. Puis dès qu'il y a une petite variation, là, elle prend tout son sens, puis ça nous ramène dans le moment présent. Puis je trouve que c'est très à l'image des gens qui payent pour aller faire du yoga, de la respiration, puis justement, de se recentrer. Puis il me semble qu'on est dans une ère de tout ça, là, du moment présent. Puis je pense que ça, de très commun à tout ça. Voilà. Puis le silence. Puis le silence. Comment ta relation a évolué avec le silence au fil du temps? Je pense que, comme tout le monde, j'étais naïf en m'imaginant que le silence existait quand j'étais plus jeune. Je pense que le silence existe, mais si ta définition de l'existence, ça prend quelqu'un pour en avoir conscience, je pense que c'est impossible. On peut pas entendre le silence. Jamais. Dans l'espace? Tu l'entends pas parce qu'il n'y a pas de vibration. Puis même dans le silence le plus pur, j'ai lu un livre vraiment intéressant de John Cage, justement, sur le silence. Dans le pire, le meilleur des conditions, dans une chambre anéchoïque, là, où il n'y a juste aucun bruit, tu entendras toujours ton cœur qui bat. Ouais. Puis si tu n'entends plus ton cœur, il y a un problème. Tu n'es plus là pour l'entendre, t'es mort. Puis même chose, tu entends une espèce une fréquence électrique de notre système électrique qu'on produit là, humainement. Fait que cette conception-là du silence, pour moi, c'est beaucoup plus cet espace-là qui laisse place à autre chose. Le silence, c'est une pellicule de photo vierge, ou c'est une toile blanche, en tout cas sur laquelle on n'a pas encore peinturé. C'est une pièce vide. Puis c'est qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que ça va créer? Puis déjà, dans une conversation, si là, on arrête de parler, longtemps, ça va créer un malaise. Mm-hmm. En tout cas, on va essayer de le remplir. Fait, je pense qu'il y a un vide, comme dans la physique des choses. Le vide tente d'être rempli. Mais je pense que le silence, c'est ça. Fait que pour moi, c'est un outil incroyable dans mes albums, parce que juste de laisser rouler des micros, il y a des trucs incroyables qu'on capture. Puis tout à coup, le fait que ce soit capturé, un vélo qui passe dans la rue, ben on prend pour acquis qu'il y a une intention. Ou dans Sérénade, on enregistrait à Berlin, puis un moment donné, je me faisais filmer pendant que je jouais, puis on entend les gars qui se jasent en allemand. C'est tellement beau. Je suis sûr que t'es laissé. Ben oui. Laissé? Ben oui, classé. Mais c'est nul ce qu'ils disent. C'est nul. Ils sont comme... le gars est comme, shit, le plancher, il craque bien trop. Là, ouais, check, craque. Puis là, t'es entends. C'est vraiment absurde. Mais quand tu parles pas allemand, c'est magnifique. Ben oui. Puis quand tu parles allemand, il y a quelque chose de magnifique à donner autant de place à quelque chose d'aussi absurde. Fait que là, bon, ça, c'est les bruits, le parler. Dans les albums. Ensuite, il y a évidemment tout en concert. Écoute, mettons, je m'assois au piano, début de concert. C'est que là que la relation s'établit. Comme un premier contact. By the way, c'est hallucinant. Garde ton idée, mais c'est hallucinant d'avoir ce silence, en guillemets, quand tu t'assois de autant de personnes. C'est tellement beau. Tellement puissant. Il y aurait une personne, c'est pas le même silence, mais il est aussi puissant qu'il y en ait une ou qu'il y ait 5000 personnes. Ouais. Mais il y a quelque chose qui se passe là. Je ferai pas le test parce que c'est pas mon genre. Moi, je vais établir une vraie relation de confiance, mais je me demande combien de temps je pourrais l'étirer. Je me demande combien de temps, puis les gens, d'après moi, parce qu'ils sont là par amour, je pense qu'ils vont penser qu'il y a de quoi qui va pas puis que je vais pas bien. Ouais. C'est sûrement ça qui va se passer. Ils vont pas là, je commence à jouer. Ou ils vont m'encourager. Je sais pas ce qui se passerait. Mais il y a une tension, il y a une puissance, puis c'est là. Puis ça, c'est le même silence. Moi, j'ai appris ça. Comment gérer une foule quand j'étais animateur de camp de vacances. Puis qu'à un moment donné, quelqu'un m'a amené à l'absurdité. Si tu veux qu'un groupe soit silencieux, puis tu montres pas l'exemple en leur criant après « Silence! » C'est comme, of course, tu leur cries de ne pas crier. C'est comme il y a une aberration. Fait que quelqu'un m'avait dit « Mets-toi en position où ils te voient, dis rien, puis attends. »
Ça peut être très long la première fois, mais les fois d'après, t'as plus aucun... Fait qu'il y a une façon d'accueillir. Puis aussi, aie quelque chose de pertinent à dire. Sinon, ils ont l'impression que perdent leur temps à t'écouter puis ils t'écouteront pas à l'avenir. Fait il y a une relation, encore une fois, de confiance qui s'établit. Fait puis quand j'improvisais au Dépanneur Café, c'est à Montréal, là, j'allais là une fois, tous les lundis matins, c'est moi qui ouvrais la semaine, je me suis au piano. Je partais souvent dans de la le tune. Dans le Myland. Non, pas le Dépanneur Pick-up, le Dépanneur Café qui est sur Bernard. Ah oui, ils font des shows de jazz live. Ouais, il y a un petit piano dans le coin. J'ai jamais été. Puis il y a de la musique à tous les heures. Puis moi, j'étais là, j'ouvrais le lundi matin, je sais plus quand je commençais, le 8 h, je pense que j'étais là. Puis je partais tout le temps de la tune qu'il y avait à la radio, je la repiquais, puis je commençais à blower là-dessus. Tu peux juste arriver puis jouer ou faut que tu réserves ton... Là, à cette heure, faut que tu réserves. Ouais. Puis il faut vraiment que j'y aille. C'est cool. C'est quoi comme le meilleur moment d'y aller, mettons? Ça dépend des musiciens qu'il y a là. Ou si tu aimes mieux avoir du silence, des fois aussi, il y a des moments qu'il n'y a pas de musiciens. Mais n'importe quand, c'est ça qui est beau, c'est qu'il se passe quelque chose. Là, j'ai appris à dialoguer avec le monde. Qu'est-ce qui fait que je joue, j'improvise, puis à un moment donné, tout le monde me regarde, puis là, comment je maintiens cette tension-là? Puis à un moment donné, je continue à improviser, là, les gens se détournent, puis là, puis c'est juste, si moi, ce que je fais, j'y crois, puis il y a une connexion, puis je suis attentif. Dès que moi, je joue, je commence, c'est poche, ou je commence à trop penser, à me trouver redondant, ou à dire, OK, il faut que je leur plaise, je vais faire quelque chose. Tous ces moments-là, ça décroche. Comment rester dans le flow, là. Puis aussi, le flow, il se garde pas indéfiniment. Là. À un moment donné, il faut jouer avec. Fait que le silence est très important. Juste, je suis sûr que je vais là. Je suis qui je suis. Peut-être que les gens qui me reconnaissent, c'est différent, mais n'importe qui irait là, tu vas t'asseoir au piano, puis tu arrives pour jouer, puis tu attends juste en silence. Il y a une attraction parce qu'il y a une attente qui va se créer. Fait il y a de quoi d'extrêmement puissant. C'est ça que j'essaie de dire depuis tantôt. C'est la tension. Puis j'adore ce mot-là, le fait que tu utilises ce mot-là, parce que c'est vraiment une tension. C'est comme... Qui va être libérée par la note qui va suivre. Ouais, c'est ça. Puis j'ai toujours été comme tu as dit, on consomme de plus en plus de musique sociétalement. Puis je dirais que j'ai comme eu un drop de bonheur depuis comme 1 an et demi parce que j'ai fait comme un genre de burn-out. Puis on dirait que je me suis pas 100% rétabli au même niveau mental que j'étais auparavant. Mm-hmm. Puis quelque chose que j'essaie de faire qui m'aide beaucoup récemment, c'est avant je mettais la musique du moment que je me lève. Mm-hmm. Chaque chose, j'allais au métro. Mm-hmm. Mais là, de comme purposefully, écouter le silence, puis écouter le métro, ça fait tellement du bien. Mm-hmm. T'sais, on a des notes parce qu'il y a du silence, puis on a le silence parce qu'il y a des notes. Fait que ça fait tellement du bien de embrace le silence, puis de l'assumer, puis d'y prendre part. Même si je fais de la couffaine, il y a quand même, c'est mieux que, mettons, que jouer de la musique, mais ça fait du bien, je trouve. Puis je sais pas sociétalement à quel point qu'on va... Où est-ce que le silence... Comment dire? Quand est-ce que tous les gens vont réaliser l'importance puis le plaisir du silence? T'sais, maintenant, on réalise qu'on est sur nos écrans et que ça nous cause des problèmes, des conséquences importantes. Fait que j'ai hâte de voir comme le silence, quand est-ce qu'on va... Je sais pas. Si on s'écoutait plus, on s'en serait rendu compte avant des problèmes que ça induit. On le voit. Ouais. Puis c'est un bruit. La musique ou la radio, whatever, c'est un bruit. Tu sais, aujourd'hui, le nombre de personnes qui vont écouter de la radio tout le temps dormant. Tu sais, c'est parce que le moment... C'est dans une pièce d'Arcade Fire qui dit ça, Between the click of the light and the start of a dream. Tu sais, quand tu éteins la lumière puis tu te mets à rêver, cette espèce de moment-là est tellement angoissant. C'est pour ça aussi que pendant des années, c'est là qu'on priait, je pense, parce que t'es comme, là, je suis vraiment tout seul. Puis je pense qu'on n'aime pas ça, on fuit ça, on a toujours fui ça. Fait que c'est sûr que y a quelque chose de beau à affronter ça. C'est la même chose qu'en seulement. On se lève avec un cadran le matin puis on n'arrête jamais. Ouais. Ou avec de la musique. Ou avec de la radio, ça nous permet d'éviter justement de se poser des questions. Où on lit, où on est sur notre salle, où c'est plus que jamais. Toujours, tu sais. Ça m'a rappelé, quand j'étais plus jeune, j'avais vu un film, ça s'appelait La Belle Verte, c'est un film de hippie un peu, là, où il y avait des concerts de silence. C'est comme, c'est un futur projeté sur une autre planète, mais ces gens-là vivent dans une espèce de un monde post-apocalyptique, mais utopique, j'ai envie de dire. Fait que c'est plein d'amour puis de beauté, puis ces gens-là, ils ont réussi à supprimer l'existence de l'argent, tout ça, puis ils vivent de trop. C'est comme, bon, c'est un délire de hippie, mais c'est vraiment intéressant. Puis il y a un moment dans le film où il y a des concerts de silence, puis les gens s'assoient, s'unissent ensemble, juste pour écouter le silence autour d'eux. Silence voulant dire, comme on disait aussi, la manifestation de quelque chose qui peut arriver, un craquement, un animal, un bruit, ou des fois rien. Il y a toujours de quoi, comme on disait dans le silence. Il n'y a jamais le silence, mais c'est quand même la place pour que d'autres choses arrivent. Puis je pense que... Mais ça demande... Vas-y, toi, un concert de silence... tu sais, c'est... Les gens ne savent pas bien. Les gens savent pas. En plus, c'est ce moment que tu parles entre the click of the light puis le rêve. Moi, c'est dans ce moment que je trouve mes meilleures idées. Comme souvent, j'essaie d'étirer. En fait, moi, je fume un joint chaque soir depuis des années et des années. Puis j'aime ça juste m'étendre, puis étirer ce moment entre
que tu fermes les yeux. Puis là, t'as tout... Tu sais, pour beaucoup de gens, c'est un moment d'angoisse qui est tellement dit « Ah, j'arrive pas à m'endormir. » Mais OK, peut-être que tu n'arrives pas à t'endormir, mais toutes ces idées, on dirait qu'il y en a une de bonne qui va sortir. Tu sais, aller en Corée du Nord, ça vient de ce moment-là. Tellement de bonnes idées que j'ai eues sur des angles journalistiques de reportage qui est venu là. Fait que juste, je trouve de embrace ce silence, puis ce moment limbo qui est un peu malaisant. Moi, ça m'aide tellement pour eux. Puis je pense que c'est ça, c'est le vide peut pas exister comme le silence, fait qu'il va se remplir de quelque chose. Puis si t'es aligné moindrement, c'est là que tu te rends compte si tu vis la vie que tu as envie de vivre déjà. Puis s'il y a des big deals, c'est souvent là qu'ils vont ressortir. Puis une fois que ça, ben c'est cadré ou c'est aligné, bon, mais là, peut-être qu'il y a la place pour autre chose. J'imagine que le joint doit aider aussi à donner des idées. Le joint, ça l'aide. Mais ça va d'Ali, je pense aussi, il faisait ça. Il arrivait à un state of limbo, comme entre la conscience et la subconscience. Il est pas toujours là-dedans, lui, ça. Ouais, il me semble qu'il était de ça là-dedans. Il faisait on-off. Parlons parce que je me souviens, je t'avais demandé peut-être 3-4 ans, c'est où un des endroits que tu aimes le plus jouer au monde? Puis on va enlever tout l'aspect politique de la réponse. Mais je le dis avec aucun problème, c'est la Russie. Mais la Russie, ouais. Mais oui, ça Parle-moi-en, parce que c'est vraiment spécial. Je trouve ça beau. Que, comme de tous les endroits, tu adores jouer en Russie. Il y a quelque chose, je pense que ce qui est arrivé, je pense que la Russie s'est toujours cherché à savoir si c'est un pays asiatique ou européen. Puis je pense que c'est pas clair encore aujourd'hui géopolitiquement, mais aussi juste géographiquement, c'est tellement gros qu'à moitié, quand t'es rendu en Mongolie puis tu touches à la Chine, c'est sûr que là, t'es comme, est-ce que t'es encore à Paris? Ouais, c'est ça. Fait que, mais en même temps, quelque chose de culturel. Puis je dis la Russie, mais je pense que faudrait plutôt dire Saint-Pétersbourg et Moscou, parce que, puis il y a Kazan, il y a d'autres villes vraiment intéressantes, mais il y a comme 2 Russies. Je pense que la Russie urbaine puis la Russie rurale, puis elle a moins facile, là. C'est pas... je suis pas expert de ce domaine-là, mais je pense qu'il y a des endroits on dirait que la civilisation occidentale a passé différemment ou pas encore arrivé. Encore dans l'Empire soviétique. Et la pauvreté, ni même des fois. Mais puis je pense que pour parler de l'Empire soviétique, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que historiquement, je pense qu'on a eu la chance qu'ils ont éradiqué plein de choses, mais pas la culture, surtout pas la culture russe. Puis la culture russe était déjà très alliée avec ce qui se faisait dans les cours en Europe. Fait ils ont préservé beaucoup tout ce qui est littérature, théâtre, cinéma, photo, puis évidemment musique. C'est très important. Puis en plus, ça pouvait permettre de faire, disons, se répandre l'idéologie ou d'un point de vue la propagande de l'URSS, puis la faire répandre à l'extérieur. C'est quoi les images qu'on reçoit de la Corée du Nord? En tout cas, tu pourrais m'en parler beaucoup plus que moi, mais ces régimes-là, à un moment donné, deviennent avec... Il faut nourrir la culture, puis il n'y a pas juste du mal là-dedans non plus, puis c'est ce qui fait que ça existe, parce que si c'était juste du mal, ben, à un moment donné, ça ne se serait pas mis en place. Fait en quoi ça nourrit les gens, puis comment les gens en viennent à un État où, à un moment donné, ils sont plus capables de même voter, ce qu'ils voudraient. C'est une autre histoire, mais... Donc, je pense que l'URSS a fait que... Écoute, je pense qu'il n'y a pas un endroit au monde où je me suis le plus souvent enfargé dans un piano à queue. Tu rentres dans un café à Moscou, puis les murs, c'est... Là, il y en a moins qu'avant, mais c'est des murs de livres. Tu faisais juste prendre un livre, puis t'en remettais un. Des espèces de croque... Comment on appelle ça? Les croque-boîtes, là? C'est les boîtes qui un peu les boîtes communautaires, genre des bibliothèques sur rue. Oui, mais là-bas, je veux dire, ça pullulait. Mais va pas mettre un livre capitaliste là-dedans, par exemple. C'est ça la différence. Il y avait un contexte. Il fallait pas que trop de taille contre le régime en place, comme aujourd'hui. Mais... c'est sûr qu'il y avait... Fait que ça l'a imprégné beaucoup, puis les Russes. Et ce qui fait que quand tu es en Russie, tes médecins, c'est comme, OK, whatever, t'es compositeur de musique ou t'es pianiste, là, les gens, ils en peuvent plus. Il y a un rapport à... ils appellent ça doucha, c'est l'âme russe. C'est quelque chose d'ample, puis c'est quelque chose de... Il n'y a pas vraiment de mot là, en français, mais c'est une espèce de j'ai envie de dire, d'inconscient collectif qui spirituel, qui unit, puis pour avoir accès à ça, les arts en général, c'est quelque chose d'extrêmement facilitant. Fait que c'est un peu un public, c'est un peu un monde de noble shit aussi. Fait qu'il y a l'espèce d'hypocrisie, j'ai envie de dire, de la côte ouest américaine, ou tu sais, quelque chose de genre oh my god, I love your shit. T'as pas ça. C'est du noble shit. Dans le nombre de fois, je suis en Russie, tu rencontres quelqu'un, puis la première question, c'est qui ton philosophe préféré, ou qu'est-ce que tu penses de tel dirigeant politique. J'étais pas capable de répondre tout le temps, là, mais c'est comme tout de suite, on est straight to the point. Fait que tu peux avoir l'air froid at first, mais c'est parce que je te fais pas un fake smile et une fake shake hand, mais quand je te parle, c'est parce que je suis intéressé. T'as-tu de quoi à me dire vraiment d'intéressant? Puis si oui, on va tout de suite dans le sujet, on n'a pas de temps à perdre. Il fait trop frais de toute façon de perdre l'énergie. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment prenant. Fait que musicalement, c'est comme une façon de connecter avec eux. Écoute, j'ai jamais eu un public
aussi attentifs, assidus. Mais ça, je pourrais le dire des Allemands. Je pourrais le dire des peuples germaniques ou des peuples même protestants. Il y a une espèce d'écoute. Mais il y a une froideur qu'il n'y a pas. En Russie, si tu as le malheur les applaudissements, c'est les plus chaleureux. Puis je suis pas tout seul à le dire. Plein de monde ont joué. Mais c'est l'Europe de l'Est aussi. Là. C'est pas que la Russie, mais c'est comme magnifié. Là. Il y a quelque chose comme quand j'étais au Moyen-Orient, j'ai réalisé, c'est la première fois que je partais pour un hiver complet. Ouais. Puis je me suis rendu compte que l'hiver, c'est pas froid, l'hiver, c'est chaud. Comme dans le sens où, oui, il y a le froid extérieur, mais le froid extérieur fait en sorte qu'on est plus à l'intérieur. Fait que j'imagine un peu comme les teintes orangées de lumière intérieure dans les salles de spectacle russes, comment c'est chaleureux et c'est réconfortant. Fait que les gens doivent amener de la chaleur, vu que dehors, il fait tellement froid puis c'est tellement gris et bleu. Puis ça fait que toi, t'as une date, t'as 21 ans, t'as une date un samedi soir, ben tu te mets chic, tu l'amènes à l'opéra. Tu sais, c'est comme les gens dans la crowd où je jouais, c'était extrême. Ben, il y avait de tous les âges, mais beaucoup de jeunes, beaucoup de couples ou des amis, un groupe d'amis qui vont voir un concert de. Tu sais, c'est massif. Le rapport et les connaissances. Les gens qui venaient me voir après, c'était pas juste prendre des selfies. Là. Il y avait un propos sur ma performance, sur ma composition. Ils faisaient des liens avec d'autres compositeurs. Moi, j'étais quand même shaky quand j'étais là parce que j'ai une de mes pièces roses où j'ai un petit sample de Rachmaninoff dedans. Puis je me suis dit, ça peut passer ou casser. Ça se peut que ça ne marche pas parce que c'est qui suis-je pour m'approprier? T'sais. Mais moi, j'ai présenté la pièce en leur expliquant que c'était un hommage à Rachmaninoff, puis son importance, son rayonnement, puis c'était une façon pour moi de redonner naissance à ça. Puis c'est l'idée de cet extrait-là, c'est lui qui a influencé All By Myself, qui fait que Céline a chanté ça. Puis fait que je trouve qu'il y a une belle histoire dans cet extrait-là qui va des hautes sphères élitistes de la musique classique à ma tante Nobody à quelque part qui aime Céline quand elle chante All By Myself. Puis je trouve que c'est la même chose, comme tu disais, quand je serre la main, je parle aux gens après mon concert, tout le monde est égal. Tu sois un aristocrate, un bourge ou tu sois un pauvre, dans le Schlaga, une personne, disons, une situation de pauvreté, pour bien le dire, ben, t'as autant de valeur à mes yeux. T'as plus de responsabilité d'un bord que l'autre. Est-ce que tu réponds? Est-ce que tu fais ce que tu devrais faire? T'sais? Je peux être plus rough d'un bord que de l'autre. T'sais. Alors, t'es là, ces gens-là qui ont cette compréhension-là, cette ouverture-là, ça a été accueilli. Écoute, eux, ils étaient touchés. Tu sais, juste de se rendre là-bas, j'avais appris 3-4 mots déjà. Oublie ça. C'est juste l'expérience d'y aller, pas de vrai, ça va être incroyable. Oui, c'est un des pays que je veux le plus aller. Ah, tu devrais. Mais là, c'est ça. C'est compliqué. Ouais. Puis il faut aussi se dire, il y a la Russie, il y a les choix politiques, il y a les non-choix politiques, puis il y a les Russes aussi. Puis c'est pas parce que, tu sais, moi, mon meilleur ami, c'est un Russe, tu sais, ici, là, au Québec. Fait que c'est pas parce que la Russie dans ces décisions-là et ses alliés aujourd'hui que nécessairement c'est le choix de tout le monde à l'interne. Clairement. Fait que c'est touché. Mais moi, ça me fait plaisir de le dire, même si c'est de la provoque, parce que c'est pas l'intention. Puis c'est l'intention de dire, il y a plein de monde. Moi, j'étais là-bas à l'intérieur, puis Poutine était au pouvoir à l'époque, mais j'étais comme, mais comment vous pouvez être si progressiste? Hey, j'étais un moment extrêmement touchant en Russie, là, je sors un peu de la piste, mais j'étais dans un bar, ça existe pas vraiment des bars queer là-bas, là, mais plus ou moins des soirées, puis t'arrives pour rentrer, puis ils t'arrêtent à la porte pour te demander si tu sais dans quoi tu t'embarques, mais c'est pour protéger aussi les gens à l'interne, là. C'est quand même vraiment étonnant. On était dans un genre de café queer, puis il y a deux gars qui se sont mis à s'embrasser. Disons que c'était un café queer-friendly. Deux gars qui s'embrassent, j'ai jamais vu ça de ma vie, tout le monde s'est mis à applaudir. Parce que c'était un geste politique que de s'embrasser en public, puis ces gars-là étaient à risque de se faire arrêter à ce moment-là. Puis j'étais comme, OK, il y a une vague de progressistes aussi qui, eux, sont comme, au moins Poutine, il amène une stabilité qu'on n'avait pas avant. Ça n'a aucun sens, mais c'est le mieux qu'on a. On peut-tu travailler sur une alternative? Non, c'est tough. Comment on fait, puis comment on peut exister? Tu sais, la situation est extrêmement complexe. Ils ont les mains liées, puis c'est un pays qui bouge pas vite. Dirais-tu qu'ils sont comme éduqués à plus réfléchir? T'sais, parce que s'ils te demandent la première question, c'est quoi ton philosophe préféré? Est-ce qu'ils sont comme, tu trouves que justement, comparé à nous, ils ont plus un aspect critique? Je ne saurais pas généraliser là-dessus, mais c'est sûr que moi, les gens sur qui je suis tombé, c'était des gens extrêmement éloquents, érudits. Mais après, j'étais à Moscou downtown. Fait que, c'est peut-être pas la réalité partout. Ouais, c'est difficile à répondre. T'sais, j'ai la même impression quand je vais en France, je vais en Allemagne. Je fais comme, mon Dieu, que les gens sont éloquents, puis ils sont instruits. Puis ces mêmes gens-là ici, puis on est 10 fois moins. Fait que mathématiquement, j'en rencontre 10 fois moins dans la rue. Puis ou le rayon de, tu sais, puis dépendamment de où. Puis
est-ce que c'est mieux pour autant? Je sais pas. Est-ce qu'on veut que tout le monde soit... On le voit bien en France. Est-ce qu'on veut que tout le monde soit articulé et éloquent? Ben, ça fait aussi du monde qui s'ostine puis qui s'entendent jamais. Bon, c'est mieux ça ou c'est mieux être complaisant puis on veut pas de conflit puis quand tout le monde est content, on est un peu de même au Québec des fois puis ça serait peut-être intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant de partager. Nous, on a une chance incroyable de pouvoir voyager puis je pense qu'on a la responsabilité aussi dans notre façon d'essayer de transmettre, de prendre le mieux d'ailleurs, de le ramener chez soi puis d'amener le meilleur de chez soi ailleurs. Pour créer cette espèce d'échange-là. Puis je sais pas, est-ce qu'on pourra voyager comme on voyage aujourd'hui dans le futur? Je sais même pas. Ça doit tellement être fun de parler russe. J'aime tellement ça, entendre du russe, bizarrement. Parce que je trouve, on réalise pas à quel point qu'on est... Notre opinion de la Russie, de la langue russe, de la culture russe, est tellement impactée par le fait que depuis qu'on est jeune, on parle de la guerre froide, on parle de l'URSS. Le méchant dans un film, il est soit russe ou il est allemand. Ouais. C'est ça. On est encore là. C'est Hollywood beaucoup. Ouais, c'est ça. Puis comme avec raison, pas avec raison qu'ils ont fait ça, mais comme je comprends le contexte dans lequel Hollywood a grossi, puis tout ça, puis l'impérialisme culturel américain et tout. Mais c'est vraiment fun d'entendre des expériences comme ça. Puis pour eux, il n'y a pas tant de gens qui ont été en Russie. Tu sais, même les grands voyageurs que je connais qui ont fait des 40, 50 pays, la Russie n'est pas sur la liste, incluant moi-même. Tu sais. Fait que je trouve que c'est rafraîchissant de savoir ça. Puis j'imagine que tu as une facilité à apprendre les langues. Tu sais, tu parles allemand un peu, russe, j'imagine espagnol avec le Guatemala aussi. Pourquoi c'est facile pour toi? Parce que, mettons, moi, ça marche fuck all. Incapable. Ouais. Je pense que... je pense que depuis le début de l'entrevue, je me rends compte du podcast, on y répond un peu l'intérêt pour l'autre. Ouais. Je sais pas que tu n'as pas d'intérêt pour l'autre, mais moi, j'aime entrer en contact avec l'autre. Puis le Babel, pour moi, c'est une limitation qui fait que depuis Babel, je peux plus parler à tout le monde, ça me fait chier. Fait que c'est un deuil de savoir que je pourrais pas apprendre toutes les langues. Mais c'est pas tant de parler les langues, c'est de pouvoir parler pour vrai avec tout le monde. Fait qu'il y a ça. Je pense qu'il y a quelque chose de très, très musical dans les langues. Je trouve que c'est mathématique, en fait. Est-ce que tu dirais que c'est mathématique? Parce que pour moi, je suis pas capable de faire de la musique parce que je trouve ça trop mathématique. C'est des systèmes tu as des règles. Puis je trouve que les langues, c'est un peu la même chose. Peut-être, mais en même temps, tu vois, ce qui est mathématique dans l'allemand, qui sont les déclinaisons de cas, de genre, c'est ce que je suis le moins bon avec. Puis pourtant, je suis super bon. J'adore les mathématiques. Puis, je sais pas. Puis, moi, il y a l'aspect musical. Oh, pardon, j'ai accroché le micro, désolé. Non, c'est excuse, dame. Il y a quelque chose... Tu sais, j'étais en Argentine, j'étais en échange étudiant là-bas comme 8 mois. Puis les gens pensaient... tes études, hein, là-bas? Ouais. Puis les gens pensaient que j'étais argentin. D'une part, parce qu'il y a beaucoup d'Argentins qui ressemblent à toi puis moi. Puis j'avais pogné l'accent puis les expressions à un point tel que ils n'y voyaient que du feu. Tu sais. Mais je sais pas, parce que je suis dans un nouveau pays. Après 2-3 jours, là, je me mets à rêver dans la langue. J'entends, ça roule tout le temps. Je pense que c'est musique. J'entends la musique de la langue, vraiment. Les sonorités, ça me fascine. Un son dans une langue que je suis pas capable de bien prononcer, c'est terrible. J'ai des amis qui sont pas capables de rouler les R, là, mettons. J'ai un ami russe qui est pas capable de rouler son R en russe, puis un ami qui parle espagnol, il est pas capable de rouler son R. C'est la plus grande frustration. Moi, ma vie se terminerait là. Non, c'est pas vrai, mais j'adore essayer d'être capable le plus proche possible pour, encore une fois, essayer de m'intégrer là-dedans. Après, j'ai des amis quand ils parlent... mon ami Phil, il parle cette langue, là, tu sais. Je veux dire, il y en a que c'est comme... Puis à un moment donné, je sais pas, il était à Londres, il s'est fait poignarder, il s'est retrouvé à l'hôpital, puis il a dit « je vais apprendre le roumain pendant que je suis là. » C'est comme... Puis ça rentre tout seul comme un couteau dans... As-tu essayé l'arabe? Non. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de... Ouais. Puis je me suis rendu compte avec la guerre en Russie que le fait que c'est pas demain que je vais aller en Russie fait que mon intérêt pour apprendre la langue a vraiment diminué. Et que je me rends compte que vraiment aussi, tu sais, si je savais que dans 1 an, je m'en allais pour 4 mois dans un pays où ça parle arabe, fort probablement que dès demain, je commencerais à être excité puis je commencerais à apprendre la langue. Je pense que c'est vraiment lié à la communication. Ouais. Fait que j'ai une facilité, mais vraiment moindre que plein de polyglottes incroyables. Mais c'est... Ouais, mais c'est juste... C'est magnifique. Puis c'est surtout d'apprendre une... je sais pas... en russe, on dit pas « je m'appelle », mettons. On va dire « on m'appelle ». Fait que c'est comme... La façon de dire, c'est comme le collectif est important. C'est les gens qui me donnent un nom, ce qui est
vérité aussi. C'est des subtilités comme ça, de comment il y a des temps dans certaines langues qui n'existent pas dans d'autres langues, tout à fait. Il y a des façons de nommer les choses. En russe aussi, je me souviens pas exactement de la tournure, mais c'est pas tant... c'est pas genre « j'ai une tasse », c'est « cette tasse est près de moi ». Genre. Ouais, c'est vrai. Fait que la notion de la possession est pas la même. Puis là, tu te dis, attends, là, je vais pas faire des liens trop vite, mais on parle d'un pays qui a été communiste, avec essayer de comprendre par un pays plus capitaliste. Ouais. Fait que ces notions-là, Wow. Après, bon, on fait des liens où on peut, là, peut-être ça n'a pas rapport, mais je trouve ça intéressant, en tout cas, quand tu te plonges dans une autre langue, c'est une autre perception de la réalité. Je pense que c'est ce qui m'intéresse depuis le début du podcast qu'on jase. Tu sais, j'aime ça me mettre dans la peau de c'est quoi être un enfant venir à mon show, c'est quoi être telle personne qui écoute ou qui ça, de comprendre le point de vue de l'autre en me disant, si j'étais l'autre, je penserais fort probablement comme ça. Donc, au lieu de juger, d'essayer d'être ouvert puis de comprendre. C'est fou comment, comme des petites variations dans une langue comme ça, tu sais, que tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu sais, clairement, ça impacte ta manière de voir les choses. Comme quand j'étais en Corée du Nord, j'ai appris à mes 2 guides le mot libéral. Mm-hmm. Tu sais, on échange en anglais, j'avais des traducteurs en anglais coréen, puis ils savaient pas c'était quoi. Tu sais, quand t'as pas un mot, tu sais même pas que ça existe, c'est ça qui est hallucinant. Tu sais, on sait qu'est-ce qu'on sait de par le simple fait qu'on est capable de mettre les mots dessus. Complètement. Fait que d'apprendre le libéralisme, tu sais, comme... En plus, je me souviens d'avoir lu son langage non-verbal, puis elle a comme checké la l'émission dans son téléphone, puis elle a tout de suite fermé son téléphone, puis on n'en a pas parlé. Tu sais, parce qu'il fallait... J'imagine, elle savait qu'il fallait pas qu'elle en parle, puis... Ouais. C'est vraiment intéressant. On approche la fin. Dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent sur ta musique? Est-ce quelque chose que tu penses que la majorité des gens ignorent, que tu trouves que ça contribuerait positivement à leur expérience, soit en show, que ce soit à la maison? Tellement. De ce qu'ils savent pas. Ouais. Je pense que j'ai commencé naïvement à faire de la musique en... Il faudrait que je sois là pour expliquer, on dirait. J'ai laissé le long de ma route musicale plein d'indices, plein de petits trucs. Mettons, j'ai 3 pièces qui ont exactement le même thème musical. 3 pièces différentes que sûrement tu connais, je te dirais pas lesquelles. Mais si tu les écoutes, tu ferais comme, attends, ces 3 tunes-là que j'aime, c'est le même air. C'est identiquement le même air, tu sais. J'ai des fois des pièces où, tu vois, là, tel bout, je l'ai repris là. Je m'amuse beaucoup. C'est un casse-tête. Fait que je pense que formellement, ce que j'aimerais, c'est que les gens, à force de réécouter une œuvre classique, tu commences à... Ce qui fait qu'on se tanne pas, mettons, de réécouter des vieux classiques, c'est qu'il y a des subtilités, c'est qu'il y a des niveaux. Plus tu vas en détail, puis il y a toujours, tu sais... Puis c'est souvent antagonistique à... quelque chose que t'aimes du premier coup, quelque chose qui t'accroche du premier coup. Souvent, quand tu creuses, il n'y a pas grand-chose en dessous. C'est pas grave, ça a juste une autre fonction, tu sais. Ça, je pense, au niveau formel. Fait comme des Easter eggs. C'est quoi un Easter egg? Dans les jeux vidéo, souvent, ils vont cacher des mini-trucs que comme juste les plus grands fans vont trouver, ou tu sais, des références comme Quentin Tarantino, il est bon là, tu sais, reprendre des scènes de films puis comme faire la même chose, dire la même ligne que là. Exactement ça. Fait que ta musique, c'est des oignons. Il y a ça, énormément. Puis ben, sinon... je sais pas, c'est juste bizarre. Ma musique, elle pourrait ne pas exister ou ne pas avoir existé. Puis pour moi, la musique, c'est quelque chose qui est là dans l'air autour, puis que ça donne que quand moi je m'assis, ça passe à travers moi, puis ça se met à exister. Je pense que si une pièce n'était pas venue à travers moi, elle serait sûrement venue à travers quelqu'un d'autre. Ah ouais? Je pense que ces choses-là, ils veulent exister. Là. J'ai l'air vraiment ésotérique quand je dis ça, mais c'est ça mon rapport. J'ai pas un rapport justement de propriété privée capitaliste, de dire c'est moi, c'est ma composition. Tu sais, je pense que la notion du copyright a permis à beaucoup de gens de vivre la musique, mais a tué beaucoup de créativité parce qu'on ne peut plus rien faire. Dès que tout à coup, on fait un clin d'œil à quelque chose d'autre, il y a des poursuites qui s'enchaînent. Fait qu'on est, tu sais, on est dans on se fait à croire qu'on crée, on crée rien, on recrée ce qui est là. On joue avec des composantes existantes. Au final, tes photos, tu frames de quoi qui était en place bien avant toi, puis tu détermines. Mais il y a tout le travail, il y a le fait de le faire. Puis si tu l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait peut-être fait. Fait que c'est quoi ton angle, comment t'arrives? Puis je pense que ça n'empêche pas de le faire non plus, mais il y a quelque chose... c'est peut-être une fausse modestie, mais moi, je le vis vraiment comme ça. Je me sens des fois plus comme un espèce d'archéologue. Tu comprends? Ou un collectionneur, un biologiste qui monte c'est quoi, un herbarium? Ça, tu mets des feuilles dedans, j'oublie le nom. Ça a du sens, herbarium. Tu sais, j'oublie le nom, mais qui collectionne, tu sais, parce que je peux décortiquer chacune de mes pièces, c'est-à-dire, oui,
ça vient de telle pièce, ça vient de là, ça, il s'est passé ça. Tout s'explique. C'est comme un ramassis, un remâchis, tu sais, de plein de choses. Après, il faut le faire. Faut y croire. Il faut avoir des choix esthétiques. Il faut bien s'entourer. Il faut aller de l'avant. Mais, puis je pense que la dernière chose, c'est l'aspect... Tu sais, si j'étais pas gay puis si j'avais pas un syndrome de Tourette, ben jamais la musique serait venue comme une façon de m'exprimer de façon codée, un peu codifiée par un langage universel qui me permet de... Au lieu d'écrire un journal intime, moi, c'était ma musique, mon journal intime, quand j'étais plus jeune. Puis pour ce qui est du Tourette, ben si j'avais pas eu la musique pour apaiser, j'aurais jamais... Mes symptômes, tu sais, mais jamais dans les deux cas... Probablement, je ferais pas de piano aujourd'hui. C'est vraiment... C'est venu comme une solution à mes difficultés, puis c'est mon remède qui est devenu aussi peut-être un petit peu celui des autres qui écoutent la... Mais c'est en fait... OK, je vais reposer une autre dernière question, parce que c'est une question que j'avais, mais que j'ai pas eu le temps, mais que vu qu'on en parle maintenant, vu que tu l'as affirmé publiquement, j'ai vu des gens venir te voir après les spectacles, des enfants qui ont la Tourette, que t'es devenu un peu, sans le vouloir, un porte-parole, tu sais, un exemple, un modèle. Comment tu sens d'avoir cette place-là, des jeunes qui, eux autres, pensent qu'ils sont peut-être limités par ça, puis de le voir, puis c'est comme, oh wow, il a accompli toutes ces choses-là, puis ça peut être, au contraire d'être une prison, ça peut être justement un trampolin, une trampoline. Ouais. Mais je pense que c'est souvent les parents qui sont plus inquiets que les enfants, à part les enfants qui se font écœurer pour ça. Puis c'est pas tant, à moins que ce soit extrême, mais c'est comme... En tout cas, moi, je l'ai pas vécu de même. Puis souvent, il y en a là, qui le vivent, mais il y en a où c'est comme, OK, c'est bizarre, mais on sait pas trop ce que. Mais c'est pas nécessairement une source toujours de bully. Là, mais quand c'est le cas, on s'entend que c'est terrible, mais c'est. Comme je disais tantôt, tout le monde a la clé pour se sortir. Tu sais, souvent, ces enfants-là sont dotés de quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment pas nécessairement musical, là, ça peut aller dans toutes les sphères. Puis de canaliser là, ça leur donne, ils ont la solution, on dirait, à apaiser directement leurs symptômes, leurs tics, leur whatever ce que ça cause, puis sur le moyen puis sur le long terme aussi, tu sais. Fait que ce qui est cool, c'est que je me rends compte... Moi, j'ai toujours été allergique à acheter du capital social, là, c'est-à-dire tu t'affilies à une cause que tu connaissais même pas juste pour bien paraître aux yeux du public, puis là, ça te fait une autre façon de... Sous le prétexte d'aller parler de la cause, ça fait parler de toi, puis c'est bon pour ta carrière, tu sais, ça me pue au nez. Je trouve que dans ce cas-ci, tu sais, on m'a approché, Sainte-Justine m'a approché pour que je sois porte-parole, puis tout ça, puis j'étais comme, OK, c'est vraiment hot parce que, oui, tout ça, il n'y aurait pas la musique sans Tourette, puis si ça peut redonner, puis on m'a sensibilisé beaucoup à la notion de, il n'y en a pas beaucoup de modèles de gens qui ont Tourette. Puis Tourette, c'est très rare, puis c'est pas assez grave pour que vraiment on fasse de la recherche. Tu sais, il y a des suicides qui sont peu relaté lié à la Tourette, mais c'est pas... tu vas pas mourir plus jeune, puis tu sais, ça cause pas d'accident. C'est juste... C'est très, très inconfortable, on comprend pas, puis je pense qu'il faut investir beaucoup dans la recherche là-dedans parce que ça nous permet de comprendre vraiment plus le développement puis comment le cerveau marche, puis c'est associé à plein d'autres... C'est des comorbidités qu'on appelle. Fait que c'est associé à plein d'autres, à de l'anxiété, à des troubles obsessifs compulsifs, puis beaucoup hyperactivité, troubles d'attention. C'est comme lié ensemble. Fait que en travaillant sur un, tu travailles sur l'autre, puis ça permet vraiment d'apprendre sur le développement du cerveau puis de l'humain. Mais c'est sûr que moi, je trouve ça hot parce que moi, je me retrouve à ma place à parler de mon petit vécu que je trouve pas si intéressant, mais que tout à coup donne espoir, mais surtout dans des conférences, des fois, puis les parents sont comme check, tu sais, puis j'essaie d'être clair, là, le but, c'est faut pas que tous les enfants qui aient Tourette commencent à être pianistes, là, c'est pas ça pas à tout, mais il y en a que ça va être le sport, tu sais, il y en a que ça va être le dessin, il y en a que ça va être la littérature, whatever, un endroit pour... En fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a une espèce de surcharge électrique, tu sais, qui cherche à s'exprimer, fait que ça sort sous forme de tic, puis dès que tu as une activité... Avec un canal. Un canal à... Tu sais, ça peut être jouer aux échecs, là, ce qui te demande un petit peu plus de jus de cerveau que la norme, mais ça canalise là, puis on voit une diminution instantanée des tics. C'est une approche. Il y a d'autres approches, là, l'approche de contrôle de tics, tout ça, mais il y a quelque chose d'assez... Puis c'est pas nécessairement obligé de physique, là, comme je disais, c'est pas... Moi, quand j'étais petit, il faut que je fasse du sport, après ça, je vais être calme. Puis là, tu sais, comme c'est l'approche, c'est vraiment, c'est électrique. Fait que si tu joues aux échecs, ça te demande ta concentration, ça se peut vraiment. Mais si ça te stresse tellement parce que t'es en compétition, là, ça se peut que ça fasse augmenter tes tics. C'est hyper complexe à comprendre comment ça marche. Puis il y a des gens que ça leur nuit, ils ne seraient pas capables de prendre une gorgée de café sans avoir un tic qui fait que le café tombe partout. Fait que ça peut être vraiment problématique. T'sais. Sans parler du vocal, il y a plein de gens qui...
ils retiennent pas ce qu'ils disent. Moi, je faisais des bruits quand j'étais jeune, c'était pas charmant. En classe, tu sais, t'es dans ton école secondaire puis tu cils comme un chien, c'est un peu dérangeant, là, tu sais. Mais c'est ça. Moi, dans mon cas, c'est la musique qui m'a vraiment sauvé. Fait que si ça peut donner espoir, ça relie beaucoup l'aspect intervenant que j'ai C'est ça. un peu perdu. Ouais. Là, c'est très concret. Là. Très. Parce qu'à un moment donné, je voulais être musicothérapeute. Je me disais, je pourrais par la musique. C'était pas pour moi. Tu sais, moi, utiliser la musique comme un outil thérapeutique, j'étais pas à l'aise là-dedans. Tu sais, je fais la musique que je fais. Si elle a l'impact, tant mieux. Puis si dans ce cas-ci, je peux vraiment soutenir des causes directement, j'ai l'impression que ça me donne une raison d'être ici, là, sur Terre. C'est vraiment incroyable pour eux. Merci tellement, Jean-Michel, pour être venu. Merci à toi. Merci pour ta vulnérabilité, ta vision des choses. Ça passe vite, hein? Ben là, on dirait que ça fait une demi-heure. Ça fait 1h30, 1h... Combien de temps? 1h40, c'est ça? Désolé, Dom, ça faudra du couple là-dedans. Mais merci full, j'apprécie full. Puis on se suit sur les réseaux. All right. Cheers. Take care.